Bien sûr, bien sûr. Donc, notre conférencier ce soir, c'est M. Samuel Bonvoisin. Il est ingénieur agronome de formation. Son parcours est tourné vers les questions de transition et de résilience des sociétés humaines, particulièrement dans les domaines de l'agriculture, de la gestion de l'eau, de l'éducation et du vivre ensemble. Conférencier, donc, formateur sur l'agroécologie, l'hydrologie régénérative et le biomimétisme, et co-auteur de Cultiver l'eau douce, du jardin de pluie à l'hydrologie régénérative, qui va sortir bientôt, je pense, aux éditions Ulmer, le 17 avril. Eh bien, je lui laisse la parole. Merci. Merci. Et si on pouvait cultiver l'eau? Alors bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Donc je m'appelle Samuel Bonvoisin, je suis né et j'ai grandi dans le département du Pas-de-Calais, à 62. Et j'ai grandi dans une ferme une ferme en polyculture élevage avec un père éleveur laitier. Et quand je pense à mon rapport à l'eau, quand j'étais tout petit, vraiment la première chose qui me vient, c'est l'image de ma grand-mère qui me parlait de l'importance de ne pas gaspiller l'eau quand j'utilisais le robinet. Et donc ça a été le premier message. L'eau, c'est important de ne pas la gaspiller. Et puis, un peu plus tard, je ne sais plus vraiment à quel âge, mais j'ai commencé à être sensibilisé à la thématique de la pollution de l'eau. L'eau, il faut la garder en bon état, l'eau, il ne faut pas la polluer. Et puis j'ai encore grandi, et je suis arrivé dans l'âge adulte avec finalement cet horizon autour de la gestion de l'eau. L'eau, il ne faut pas la gaspiller, l'eau, il ne faut pas la polluer. Et je me disais que c'était déjà un sacré bon programme, si on arrive à faire ça ensemble. Mais je ne m'attendais pas à encore découvrir autre chose dans mon rapport à l'eau. Et cette autre chose, il est venu encore quelques années plus tard. J'ai fait des études d'ingénieur en agriculture. J'ai commencé à accompagner les agriculteurs autour de moi, notamment autour de l'agroécologie, autour de l'agroforesterie. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai déménagé avec ma compagne, nos enfants, dans le département de la Drôme. Et là, la thématique de l'eau, autant vous dire que ça avait une importance encore plus forte dans mon travail d'accompagnement des agriculteurs. Et à cette même époque, j'ai découvert que l'eau, peut-être, qu'on pouvait la cultiver. Alors c'est cette histoire que j'ai envie de vous partager, de vous raconter. Je me rends compte que mon diaporama, il ne s'affiche pas. Voilà. Et simplement, peut-être pour vous donner 2-3 petits éléments sur ma biographie avant de commencer. Donc j'ai participé à la création de l'association drômoise d'agroforesterie dans mon département. J'ai aussi cofondé un bureau d'études qui s'appelle Permalab. Et puis, un peu plus récemment, j'ai cofondé une association qui s'appelle Pour une hydrologie régénérative. Et je reviendrai un peu dessus à la fin de la conférence. Alors, cette conférence, elle est en plusieurs parties. Elle est, d'abord, on va repartir vraiment de la base. Alors ça peut paraître presque insultant parce qu'il y a plein de personnes parmi vous qui connaissent très très bien évidemment l'eau, qui connaissent très très bien les cycles de l'eau, mais je vais peut-être les présenter d'une manière un peu différente, pas contradictoire, mais simplement peut-être un peu différente de la manière dont on le présente habituellement, et en tout cas de la manière dont on me l'a présenté moi quand j'ai découvert ça en CE1, CE2. Et particulièrement, je vais vous parler des cycles de l'eau verte. Alors si l'expression cycle de l'eau verte, vous la connaissez pas encore, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière ça. C'est des choses que vous connaissez probablement. Mais je vais avoir besoin vraiment de parler de ça parce que ça va être vraiment une des clés qui va nous amener au sujet de l'hydrologie régénérative. Et donc je vais vous présenter qu'est-ce que c'est que l'hydrologie régénérative, pourquoi on a eu besoin de mettre comme ça des mots. Ça peut même paraître un peu pompeux vu de l'extérieur. Et vous allez voir que c'est des choses assez simples et beaucoup de choses qu'on fait déjà en réalité. Et puis, on va avoir des exemples ensemble. Je vais vous partager aussi des choses que j'ai pu faire ou que des collègues ont pu réaliser. Et on va terminer sur la thématique du changement d'échelle, parce que vous le savez, si on veut transformer les choses, si on veut vraiment être efficace ensemble pour gérer l'eau différemment sur les territoires, les initiatives individuelles, elles sont toujours intéressantes. C'est chouette de voir qu'il y a des personnes qui essaient d'innover dans ce sujet, mais elles ne sont pas suffisantes pour vraiment avoir un impact sur la ressource. Et pour ça, il faut vraiment travailler à l'échelle territoriale. Et donc, on va voir un peu, est-ce que c'est possible d'abord? Et puis, si on le fait, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, je m'applique la règle des 3 P. Ce que je vais vous dire est à la fois partiel et provisoire.
partiel parce qu'on va passer 1h30 ensemble et on peut pas faire le tour d'un sujet comme l'eau, c'est évidemment impossible en aussi peu de temps. Donc forcément, j'ai fait des choix et je vais vous raconter des choses qui sont plutôt dans le sens des questions de quantité que de qualité, plutôt dans le sens de lien avec le grand cycle, avec le paysage, que dans le lien avec les aspects de ce qu'on appelle le petit cycle, donc les aspects domestiques. Mais évidemment, tout ça est lié. Ce que je vais vous dire est là aussi partial, parce que je vais vous raconter une histoire qui est mon histoire, donc là où ma curiosité m'a amené, là où je me suis posé des questions, là où avec les collègues on a essayé d'innover, de démarrer des choses. Partial ne veut pas dire que je vais vous dire des choses qui sortent du chapeau et qui ne sont pas sourcées, donc je vais essayer de vous partager au maximum des sources. Si vous en souhaitez plus, n'hésitez pas à me demander. Et puis provisoire, parce que comme j'imagine beaucoup d'entre vous, on en apprend tous les jours. Moi en plus je suis pas hydrologue de formation, ni hydrogéologue, donc c'est des métiers que je découvre encore, et beaucoup de connaissances, j'ai encore beaucoup de lacunes, et donc n'hésitez pas à partager aussi vos connaissances pour compléter, ou peut-être infirmer ce que je vais raconter. Voilà. Alors, encore une petite chose, pendant cette conférence, je vais vous faire participer. Alors au début, quand j'ai écrit cette conférence, il y a un peu plus de 2 ans, je faisais beaucoup participer avec le principe de la main levée. Si vous êtes d'accord, vous levez la main. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas très juste, parce que les personnes du premier rang, quand il s'agit de lever la main et qu'elles savent pas si elles sont les seules ou pas à lever la main dans l'assistance, du coup ça crée une sorte de gêne, et ça crée un comportement où en fait, on a des gens qui regardent derrière leur épaule avec une demi-main levée, en espérant pas être les seuls à lever la main à ce moment-là. Et donc maintenant, j'ai décidé de faire ça à l'applaudimètre. Donc si vous êtes d'accord avec une proposition, simplement vous applaudissez, et comme ça permet de savoir s'il y a beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, ou juste une personne qui applaudit. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord de fonctionner comme ça? Génial. Et bien c'est parti. Alors on va commencer avec le message le plus important pour moi, celui que j'essaie de partager, de propager, c'est que l'eau ne tombe pas du ciel. Alors je ne sais pas si comme moi vous utilisez cette expression, elle est devenue un peu désuète, mais de dire quelque chose que ça tombe du ciel, c'est vraiment cette idée que quelque part on n'y peut rien, c'est comme ça. Et quand j'étais enfant et que je me souviens que il pleuvait beaucoup, alors dans le Pas-de-Calais on avait plutôt des problèmes de trop d'eau que des problèmes de pas assez évidemment. Alors je me souviens que il pleuvait pendant des jours et on pouvait pas rentrer dans les parcelles, c'était une catastrophe. Et donc j'entendais les grandes personnes autour de moi qui disaient oui il pleut, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. Et je suis un peu triste de constater qu'en 2025, on en est un peu toujours là. On en est un peu toujours à ce moment où nous, les humains, on se pense à l'extérieur des cycles de l'eau, comme si c'était quelque chose avec lequel on n'interagissait pas. Alors à l'époque, il y a 30 ans, 40 ans, sur la thématique voisine du climat, on en était au même point. On pensait pas que nous, les humains, on avait un impact sur le climat, qu'on changeait le climat. D'ailleurs, il y a eu des grandes discussions dans les familles. Il y a des gens qui disaient, tu crois, toi, cette histoire, que nous, les humains, là, on peut changer carrément le climat de la planète en émettant du CO2 dans l'atmosphère? Et puis, petit à petit, il y a eu un travail d'éducation, et puis on a écouté des scientifiques, puis on a eu des grands débats, il y a même eu des gens qu'on appelait les climato-sceptiques, qui disaient, mais non. Et puis, on s'est rangé petit à petit, et maintenant, tout le monde a accepté cette idée. Mais bizarrement, sur les cycles de l'eau, et sur la même période, on n'a pas avancé. On n'a pas vraiment pris conscience du fait qu'on modifie, du fait qu'on transforme les cycles de l'eau. On est resté, grosso modo, alors j'exagère un petit peu, évidemment, les personnes qui travaillent dans ce domaine de la gestion de l'eau connaissent bien le sujet, ils savent les impacts, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on met en place des choses. Mais je dirais que le grand public, dans l'ensemble, pour l'instant, n'a pas encore vraiment fait ce chemin-là. Alors, j'espère que cette conférence va y participer un petit peu, j'essaye en tout cas, et puis je suis solidaire de toutes les personnes qui essaient de faire avancer ce sujet. Alors on va commencer par la base, et on va commencer par une grande question, mais elle vient d'où l'eau de pluie? Allez-y, pas de timidité, je sais que vous le savez. Les nuages, mais encore. Les océans, super. L'évaporation des océans. Le sol, génial, hyper important pour un agronome comme moi. Les arbres, et on va élargir les végétaux. Ok, alors, il y a une hydrologue suédoise, elle a 97 ans aujourd'hui, et donc elle produit plus beaucoup d'articles scientifiques, mais dans les années 90, elle s'appelle Malin Falkenmark,
Elle a proposé d'appeler eau bleue l'eau qui est issue de l'évaporation des grandes masses océaniques, des mers, des lacs et des rivières. Okay, et elle a proposé dans le même temps d'appeler eau verte l'eau qui est issue de l'évapotranspiration, donc de l'évaporation des sols et de la transpiration des végétaux. Alors, moi j'aime beaucoup cette histoire parce que nous on avait déjà l'eau grise. Et du coup, ça nous fait 3 couleurs, eau bleue, eau verte, eau grise. Okay, alors, à votre avis, on va le faire à l'applaudimètre, si on prend toutes les pluies continentales dans le monde, okay, les pluies continentales, ça veut dire qu'on enlève toutes les pluies qui tombent sur les océans. Et puis, on regarde d'où vient cette eau. À votre avis, est-ce que ça vient, on va faire un premier choix, d'abord et avant tout, des océans, des mers, des lacs et des rivières, donc c'est d'abord de l'eau bleue, majorité. Est-ce que c'est plutôt en majorité de l'eau verte, donc de l'eau qui vient des sols et de la transpiration des végétaux, ou est-ce que c'est, troisième choix, 50-50? Ok, on est obligé de voter. Si vous ne savez pas, vous applaudissez à n'importe quel moment. Alors, qui pense que c'est principalement de l'eau bleue? Allez-y. Ok, on va dire une quinzaine de personnes. Super. Qui pense que c'est principalement de l'eau verte? Petite moitié de l'assistance. Qui penche pour le 50-50? Une moitié environ de l'assistance. Ok, super. On se rend compte qu'on est assez partagé. On est assez partagé sur le sujet. Alors, en fait, si on regarde vraiment ces pluies continentales dans le monde, on se rend compte qu'il y a une majorité, en fait, les 2/3 des pluies qui viennent des paysages, qui viennent des sols et qui viennent de la végétation à travers le monde. Et c'est hyper important de comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas à quel point nos paysages font partie, et quand on dit font partie, c'est pas marginal, font partie de façon importante, massive des cycles de l'eau, on a du mal à comprendre comment et pourquoi, quand on modifie nos paysages, on va avoir une incidence sur les cycles de l'eau, parfois pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Et donc, forcément, derrière cette réalité des 2/3, 1/3, elle cache des disparités régionales. Par exemple, si on prend que la France, les ratios sont inversés. On a plutôt les 2/3 d'eau bleue et 1/3 d'eau verte. Pourquoi? Tout simplement parce que on est situé sous la façade océanique avec des vents dominants qui sont des vents d'ouest en est. Et donc, fatalement, on a en fait une plus grande proportion que la Chine, par exemple. La Chine, elle a 90% d'eau verte et seulement 10% d'eau bleue. Vous voyez? Parce qu'en fait, elle est complètement de l'autre côté. Alors certes, elle a une façade maritime, mais comme les vents dans l'hémisphère nord, majoritairement, sont des vents d'ouest en est, elle ne peut pas en profiter de la même manière que nous. Ok. Alors, moi, je me suis d'abord posé une question, c'est pourquoi est-ce que j'ai le souvenir, en tant qu'adulte, que quand j'étais en CE1, CE2, on m'a appris que l'eau, elle vient des océans? Alors, la réponse, peut-être, en partie, ce ne sont que des suppositions, c'est que c'est la première partie du cycle. En fait, au début, oui, l'eau, on imagine qu'ici, c'est l'océan Atlantique et ici, c'est l'Europe. Ici, au départ, effectivement, l'eau, elle arrive des océans. Elle va être chassée, les nuages vont être chassés vers les continents, les masses d'humidité, etc. vont tomber. Et puis après, on a quelque chose qui est pas encore suffisamment connu, mais qui se met en route, et on appelle ça, les climatologues ont appelé ça, le recyclage continental des précipitations. Et donc, c'est vraiment l'effet trampoline, en quelque sorte. Une partie de la pluie va tomber, une partie va ruisseler, une partie va s'infiltrer, et puis une partie va être envoyée sous forme d'évapotranspiration. Et vous voyez bien que ce recyclage, il est très important, parce que plus on va s'éloigner, et plus les pays, les régions qui vont se situer loin de cette façade vont être dépendantes finalement de la qualité du recyclage continental qu'il y a précédemment. Ok? Alors, on considère, c'est un peu un ordre de grandeur, et c'est très variable selon les fois, mais que quand les cycles de l'eau verte sont fonctionnels, quand ce recyclage continental il fonctionne bien, une même molécule d'eau peut être renvoyée comme ça jusqu'à 5 ou 6 fois dans les cycles de l'eau verte avant de se retrouver finalement dans les océans. Alors ça, c'est en temps normal. Et on va commencer par la mauvaise nouvelle. Après, au fur et à mesure de la conférence, on va aller vers les solutions et donc on va retrouver le sourire. Mais là, on va parler des sujets qui fâchent un petit peu. La mauvaise nouvelle, c'est que ces cycles de l'eau verte, ils sont cassés. Alors en fait, c'est pas que les cycles de l'eau verte. Si on regarde ce schéma, je ne sais pas si tout le monde connaît cette graphique, c'est une représentation de ce qu'on appelle les 9 limites planétaires. Alors les limites planétaires, c'est un concept, en fait, c'est une façon de représenter les choses. Et on s'est intéressé à 9 conditions pour l'habitabilité de notre planète
Et on a regardé, est-ce qu'on est dans des conditions qui favorisent cette habitabilité ou est-ce qu'on fait peser des risques pour l'habitabilité. Et donc là, vous voyez qu'en vert, on est dans la zone de sécurité. C'est le cas, par exemple, pour l'acidification des océans. Il y a trois limites comme ça qui n'ont pas été franchies, encore été franchies. Et puis, il y en a 6 autres qui ont été franchies. Alors, la plus connue, c'est le changement climatique, qui a été très médiatisé. Et donc là, on sait qu'avec des histoires d'émissions de gaz à effet de serre, on n'est plus dans les conditions qui font que la planète elle est habitable. En fait, on fait peser des risques et ces risques ils vont croissant au fur et à mesure qu'on continue d'alimenter ce réchauffement. Et donc un domaine qui est moins documenté, mais qui a eu des petits bribes au moment où ces études sont sorties en 2022 et 2023, on sait qu'on a franchi à la fois le cycle de l'eau bleue et le cycle de l'eau verte, on a franchi la limite. Et donc, en fait, ces mécanismes-là sont en train de se dégrader petit à petit. Et donc la question, c'est d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça provoque, ça? Et les scientifiques nous disent, ça provoque des choses qu'on connaît déjà, qui sont similaires à certains effets du changement climatique, et notamment la multiplication des épisodes extrêmes, à la fois en fréquence et en intensité, et à la fois dans le sens du pas assez d'eau et du trop d'eau. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris ces dernières années. C'est que même si on a l'impression que ça s'oppose, le pas assez d'eau et le trop d'eau, en fait, ça va ensemble. Si on réchauffe l'atmosphère, si on dégrade les cycles de l'eau, en fait, on va multiplier ces épisodes-là. Alors, il y a des explications, on pourra y revenir un peu plus tard si vous le souhaitez. La deuxième question que je me suis posée, c'est mais comment c'est arrivé? Comment on en est arrivé là? Alors, pour répondre à cette question, forcément, l'exercice nécessite qu'on se tourne un peu vers le passé. Et là, je vais vous partager quelque chose par rapport à mon état d'esprit. Moi, je ne suis pas en colère. Je ne fais pas partie des personnes aujourd'hui qui sont dans une recherche de coupables, de dénoncer, etc. Moi, je suis en paix avec mon père, avec mon grand-père, et je sais qu'à chaque époque, chaque génération, on a fait les meilleurs choix, ce qu'on pensait être les meilleurs choix pour les générations suivantes. Malheureusement, on n'avait pas autant d'infos qu'aujourd'hui, et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les infos, on va encore en découvrir, mais on a fait avec les infos qu'on avait à l'époque. D'accord? Et donc moi, je suis vraiment pas du tout dans cette attitude, mais néanmoins, j'ai quand même besoin de regarder vers le passé, parce que j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, et potentiellement peut-être corriger certaines choses, aller dans une autre direction que certains choix qui ont été faits dans les générations précédentes, parce que j'ai envie de faire les meilleurs choix aujourd'hui avec les informations nouvelles qu'on a, tout simplement. Ok? Donc une fois partagé ça, qui vous partage un peu mon état d'esprit, on va regarder ensemble. Alors, en fait, cette histoire de dégradation des cycles de l'eau verte, c'est principalement dû à l'accélération des cycles de l'eau douce. C'est quelque chose que maintenant on commence à en parler, de cette histoire qu'on accélère les cycles de l'eau, et on comprend bien que pour que le recyclage continental, pour que nos continents soient capables de pouvoir renvoyer de l'humidité, participer au cycle de l'eau verte, il faut que l'eau soit gardée dans un premier temps. Il faut qu'on garde de l'eau dans nos paysages, parce que sinon, au moment où en fait on pourrait faire cette évapotranspiration, cette eau, si elle s'est échappée, du coup elle va manquer. Alors, cette accélération des cycles de l'eau douce, on a fait ça un peu partout, dans les paysages. Alors moi, je connais très bien le sujet de l'agriculture, évidemment, c'est mon domaine. Il y en a d'autres parmi vous qui connaissent beaucoup mieux le monde de la forêt, d'autres le monde des rivières, d'autres la question de l'urbanisation. Et je vais passer un peu vite sur cette partie parce que j'ai entendu les discours des personnes qui m'ont précédé, et je me doute bien qu'il y a un niveau de culture important dans cette assistance sur qu'est-ce qu'on a fait, comment on en est arrivé là. Et je préfère vous parler un peu plus après de comment est-ce qu'on pourrait faire, en tout cas d'autres choses peut-être que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors je vais passer un peu vite, arrêtez-moi si je vais trop vite. Le remembrement, 750 000 km de haies, la moitié des haies du pays. La disparition des mares et de toutes les pièces d'eau des campagnes, 1 million de ces mares qui ont été supprimées pendant cette période des années 60 aux années 90, 50% de la surface des zones humides. Autant d'obstacles à l'écoulement naturel de l'eau, autant de choses qui ont participé à cette accélération. Là encore, et souvenez-vous, je ne suis pas dans une volonté de pointer du doigt, je sais bien pour quelles raisons on l'a fait. D'accord ? Je sais bien comment ma famille a profité de la mécanisation, de ne plus avoir un travail aussi difficile, de permettre aux femmes d'aller travailler, de permettre aux enfants de ne plus être attelés à l'outil de travail. Je sais pourquoi on l'a fait. Simplement, il faut qu'on regarde en face les conséquences de ça. Et une des choses qui nous pénalise aujourd'hui, en 2025, c'est ce qu'on appelle
L'amnésie environnementale. On parle aussi de syndrome de la référence changeante. On grandit tous avec des références, notamment des références paysagères. Et moi, ça, ce que vous voyez, cette photo, eh ben, c'est le paysage de mon enfance. Et si je discute pas avec mon père, si je discute pas avec mon grand-père, et qu'il me raconte pas comment ce paysage il a été transformé dans la deuxième partie du XXe siècle, eh ben, en fait, ce paysage, c'est ni plus ni moins une Madeleine de Proust pour moi. C'est le paysage que j'aime, en quelque sorte. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai grandi avec. Et j'ai pas de raison de vouloir le changer. Voire même si quelqu'un vient me voir et veut le changer, eh ben, je vais développer de l'agressivité. Je vais lui dire, mais pourquoi? Mais non, c'est mon paysage. Et donc, vous voyez que là, on a une première chose qu'on doit absolument faire et qui coûte rien, c'est de se parler entre les générations. Pour les plus anciens parmi vous, c'est de parler aux générations qui suivent. Et là, on est vraiment dans cet espace ici, avec les enfants notamment. Et puis, pour les plus jeunes, c'est d'oser parler aux anciens. Et le but de tout ça, c'est pas d'avoir la nostalgie du passé. Le passé, c'est le passé. On refera pas comme avant. Mais par contre, c'est d'avoir des bonnes idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur et comment on pourrait s'inspirer de comment nos paysages fonctionnaient pour pouvoir imaginer les paysages de demain. Bon, je crois que vous avez compris l'idée. Alors, autre chose avec lequel j'ai grandi, ça aussi, c'est des paysages, entre guillemets, de mon enfance. De l'eau qui stagne en bordure de champ, de l'eau qui finit dans un fossé. Moi, dans un tracteur à 15 ans, c'est pas une vraie photo de moi, mais dans un tracteur à 15 ans, en train de labourer sur le plateau sur lequel j'ai grandi. Alors on pourrait se dire, so what? Pas de problème, finalement, c'est normal, c'est notre agriculture d'aujourd'hui. Eh bien, il y a beaucoup de problèmes. Et le problème principal, quand on parle des sols, c'est pas tant que les sols soient abîmés, que les sols soient pollués, c'est des problèmes graves, évidemment, mais il y a encore plus grave que ça, c'est que les sols disparaissent. Et les sols disparaissent à très grande vitesse. En fait, il faut entre 200 et 1000 ans, selon si on est proche de l'équateur, le sol se crée plus vite que si on se rapproche des pôles, pour créer 2,5 cm de sol. Quand je dis créer, c'est pas nous qui créons du sol, généralement, c'est le vivant, d'accord, c'est les forêts, c'est voilà. Et on perd les fameux 2,5 cm de sol en moyenne tous les 16 ans dans les pays du monde où l'agriculture s'est mécanisée, industrialisée au cours du XXe siècle. Donc vous voyez qu'on est assis en fait sur une bombe littéralement à retardement. Et pour l'instant, on n'a pas encore vraiment détourné cette trajectoire, on n'a pas encore vraiment pris conscience de à quel point on ne peut pas continuer comme ça, de beaucoup de points de vue, et notamment des questions alimentaires, mais aussi du point de vue des cycles de l'eau, puisque vous avez compris que les 2/3 des pluies continentales dans le monde, c'est de l'eau verte, donc c'est issu de l'évaporation des sols, et donc il nous faut des sols, et de la transpiration des végétaux. Ok, un autre sujet, c'est le sujet de la matière organique. Alors là, on entend beaucoup de choses, on discute beaucoup sur l'impact de la matière organique sur le stockage d'eau. J'ai utilisé des chiffres qui sont des chiffres sur lesquels il y a relativement un consensus. En tout cas, ça donne des ordres de grandeur. Notamment, récemment, j'ai partagé ces chiffres avec Marc-André Sellos, que peut-être certains parmi vous, qui fait assez autorité sur la question des sols en France. 1% de matière organique dans les sols correspond à peu près à l'équivalent d'une pluie de 15 mm qu'on serait capable de conserver. Donc c'est cet effet éponge qui va permettre du coup au sol de pouvoir conserver plus d'eau. Alors évidemment, 15 mm, ça fait 150 mètres cubes par hectare. Bon, des mètres cubes par hectare, c'est difficile de se représenter. Quand j'ai écrit cette conférence, on était en 2022 et c'était en plein dans des histoires autour des méga-bassines. Il y avait des gens dans le pays qui voulaient en faire, d'autres qui voulaient pas qu'on les fasse. Du coup, après, il y a M. Darmanin qui a envoyé les CRS, ça a créé tout un pataquès, il y a eu plein d'articles qui sont parus sur le sujet, puis on a fait des ouvertures de JT sur le sujet. Vous n'avez pas pu le louper. Alors, j'ai multiplié ce chiffre, qui est un chiffre approximatif, qui est très différent selon les régions, la profondeur de sol va jouer, la typologie, etc. Je l'ai multiplié par la surface agricole du pays et je l'ai divisé par le volume moyen d'une méga-bassine. Ça nous donne un ordre de grandeur qui est que si M. Bayrou annonce demain matin qu'il a un grand plan pour améliorer la situation hydrologique de l'agriculture en France, on va aider les agriculteurs à augmenter en moyenne de 1% la matière organique dans les sols, et c'est comme si on construisait, entre guillemets, 6000 méga-bassines de capacité de stockage supplémentaire. Le grand malheur, et qui est un peu notre héritage, c'est que depuis l'après-guerre, on est passé en moyenne en France de 4% de matière organique dans les sols à 1,5%, ce qui fait que dans l'intervalle, on vient de perdre 15 000 mégabassines de capacité de stockage. Voilà une des données avec lesquelles il va falloir jouer dans les prochaines années si on veut, en quelque sorte, travailler efficacement sur cette thématique de l'eau dans les paysages et de l'eau verte.
Alors, on ne peut pas juste parler d'agriculture, évidemment. On a fait ça, cette accélération des cycles de l'eau, par plein de bouts. Donc là, je vais passer très vite. Le recalibrage et la rectification des cours d'eau, on est en train de faire l'inverse. Ça y est, on est engagé dans des projets de reméandrage, notamment. On a travaillé aussi avec les forêts. Alors, la question des forêts, elle est un peu plus indirecte. Parce qu'on ne sait pas vraiment encore très bien travailler sur ce lien entre forêt et cycle de l'eau verte. En tout cas, en France, on a des données, notamment autour de la forêt amazonienne, etc. Mais simplement, on commence à avoir quelques liens entre la diversité forestière et le fonctionnement des cycles de l'eau. Et du coup, là, je vous mets juste une petite carte de France. C'est des histogrammes. Et donc, en jaune, c'est la proportion de forêt, région par région, qui a une essence majoritaire. En vert clair, 2 essences. En vert foncé, 3 essences. Et en noir, 4 essences ou plus. Voilà, c'est simplement pour donner une petite photo, puis on va revenir sur ce sujet un peu plus tard. Bon, je ne peux pas faire tout ce panorama sur la dégradation des cycles de l'eau verte sans parler d'artificialisation. Ça a été nommé tout à l'heure comme évidemment une des causes, cette fameuse loi zéro artificialisation nette. On court un peu après, j'y vais pas, j'y vais mais après je recule. Bon, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas non plus. Puis en plus, je ne participe pas aux endroits dans lesquels on prend ce genre de décision. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on n'a pas vraiment pris ce virage-là. Et rien que sur les années de 2009 à 2019, on a artificialisé l'équivalent de la surface d'un département en France. Donc, pour l'instant, on est sur une trajectoire qui est tout à fait vertigineuse. Et là, on est sur la triple peine. C'est-à-dire qu'évidemment, vous imaginez que les espaces qui ont été artificialisés, non seulement on ne va pas garder l'eau, donc du coup, on va avoir des difficultés à faire de l'infiltration, même si on commence à essayer d'améliorer ça. On n'a pas, typiquement sur ces surfaces-là, d'évapotranspiration. Et il y a en plus cet effet toboggan qu'on a bien vu maintenant, et notamment suite aux inondations à Valence l'année dernière, où on sait très bien que c'est un facteur aggravant pour la sécurité des biens et des personnes. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première partie? Que les 2/3 des pluies continentales dans le monde, ça vient de l'évapotranspiration. Que, en fait, ce recyclage continental, cette diffusion de l'humidité sur les continents grâce au recyclage, en fait, c'est ça qui permet d'avoir, quelque sorte, des régimes de pluie qui sont plus réguliers, donc moins d'inondations, moins de sécheresse, et que ça, du coup, c'est favorable pour la vie. Et que malheureusement, dans notre manière d'aménager les paysages, si on regarde l'héritage des 70 dernières années, on a eu plutôt tendance à accélérer le mouvement de l'eau, et donc à dégrader petit à petit ce recyclage continental. Je vous propose de faire une première petite pause. S'il y a des réactions ou des questions, c'est le moment. Et moi, comme ça, je peux boire un peu d'eau. Persiste à croire que le cycle de l'eau commence par les océans et qu'il est, conforté par l'évapotranspiration. C'est ça. C'est exactement ça. Donc l'initiation du mouvement, c'est l'évaporation depuis les océans, l'eau qui est poussée vers les continents, et ensuite le recyclage continental prend le relais, et on peut avoir comme ça un bouclage jusqu'à 5 ou 6 fois. Et du coup, quand on regarde après dans la quantité d'eau qui tombe, on retrouve finalement plus autant d'eau qui vient des océans, puisque cette même molécule, elle est recyclée plusieurs fois. Et c'est comme ça qu'on arrive au chiffre des 2/3 d'eau verte et 1/3 d'eau bleue. Mais effectivement, le moteur au départ, c'est bien les océans qui amènent l'eau sur les continents. Le réchauffement climatique perturbe ce cycle-là. Tout à fait. Alors, par souci de simplicité, je n'ai pas parlé des interactions entre les deux phénomènes. Je les ai présentés comme étant séparés. Évidemment, ils ne sont pas du tout séparés. Augmentez de 1% la température de l'air et vous aurez une augmentation de 7% de la capacité de stockage d'eau par l'atmosphère, et donc forcément vous allez amplifier, ça a été nommé tout à l'heure, vous allez amplifier les phénomènes de pluie abondante et les phénomènes de sécheresse qui vont aller de pair. Donc les deux phénomènes se renforcent mutuellement malheureusement. Merci pour ces apports et ces précisions. Ça va? Il y a des questions? C'était du su, du vu et du revu. Hein. Encore une question. Ouais. Pour la discussion entre les générations, il faut aussi, disons, que cette discussion soit nourrie par des interventions comme la vôtre. C'est-à-dire qu'il faut apprendre un certain nombre de choses pour pouvoir les corriger si on ne les apprend pas, ou si c'est simplement, disons, une remise de tradition, parce que c'est la tradition qui l'emporte. Je veux dire que rien ne change. Je suis tout à fait d'accord.
Pour moi, la vertu du dialogue intergénérationnel, c'est que chaque génération amène une nouvelle lecture des choses. Si on est dans une transmission qui est basée sur la tradition et où il n'y a finalement pas d'apport de nouvelles connaissances, de nouvelles manières de voir le monde, il va y avoir une certaine pauvreté, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas dialoguer quand même entre les générations, hein, ne serait-ce que pour maintenir du lien social. Mais effectivement, l'intérêt de la démarche de sortir de l'amnésie environnementale, c'est aussi que les connaissances nouvelles, ce que tous les enfants qui sont venus là de primaire apprennent quand ils viennent passer ici, ils vont en parler avec leurs parents, et du coup, là, ça va créer des discussions avec le père, le grand-père, et la mère et la grand-mère. Voilà, parce que c'est là que ça va être vertueux. C'est ça qui nourrit, qui est le moteur aussi de la transformation. Allez, j'avance. Et du coup, la question suivante que je me suis posée, c'est... Là, je vous ai dit, mine de rien, que les continents renvoient de l'humidité dans l'atmosphère et que ça participe à faire tomber la pluie. Et vous m'avez pas posé plus de questions que ça. Vous avez accepté cette idée, je vous l'ai dit, voilà, ça fait partie des données, 2 tiers, 1 tiers. Mais ça marche comment ? Comment ça marche ? Comment le fait que j'ai un paysage autour de moi, j'ai des champs, j'ai des forêts, tout ça, comment ça renvoie de l'humidité dans l'atmosphère ? Et moi, franchement, j'ai été héritier de pas mal de croyances. Déjà, quand j'étais enfant, un jour, j'avais entendu un adulte autour de moi qui m'a dit « les forêts font tomber la pluie ». À l'applaudimètre, qui parmi vous a déjà entendu parler que les forêts font tomber la pluie ? Qui pense que c'est vrai ? Je ne vais pas vous demander de le faire, mais qui peut expliquer ? Franchement, il y en a peut-être quelques-uns qui hésitent à taper, voilà, mais vous voyez bien qu'on a eu une grande perte en ligne. Hein. En fait, on ne sait pas vraiment expliquer ça. On ne sait pas vraiment comment ça marche, tout ça. Alors moi, j'étais curieux et du coup, j'ai posé la question à des scientifiques. Et une des premières réponses que j'ai obtenues quand j'ai demandé... Alors en fait, j'ai approché les scientifiques en leur posant une question toute bête, c'est j'ai appris qu'il y a des continents qui renvoient l'humidité, et puis j'ai appris que sous certaines conditions, quand on modifie le continent, le paysage, d'un coup ça renvoie moins d'humidité. Donc c'est quoi les conditions qui font que ça en renvoie et les conditions qui font que ça en renvoie moins ? En gros, c'était ça la question que j'ai posée. Et une des premières réponses que j'ai obtenues, c'est on m'a parlé de la rugosité des paysages. Alors là, je m'attendais vraiment, mais pas du tout à ça. D'abord, j'avais jamais entendu parler de cette notion de rugosité des paysages auparavant. Et puis en plus de ça, je voyais pas vraiment le rapport avec notre histoire de cycle de l'eau. Alors, les scientifiques en question, il y en a un qui étudie la forêt amazonienne. Et il m'a dit, tu vois, en fait, dans les forêts spontanées, les forêts naturelles, surtout des forêts très anciennes, comme la forêt amazonienne, ce qu'il en reste, en fait, on a une canopée qui n'est pas lisse. Donc le haut de la forêt, comme ça, c'est pas tout plat, mais ça fait des creux et des bosses. Alors nous, dans notre jargon, maintenant, avec les collègues, on parle de paysage en boîte à œufs. Voilà, ça fait des creux, des bosses, comme dans les boîtes à œufs. Et en fait, dans les paysages rugueux, donc les paysages en boîte à œufs, il y a des endroits où l'air va se réchauffer plus vite, des endroits où l'air va se réchauffer moins vite parce qu'il y a plus de végétation, et au bout d'un moment, l'air chaud, quand il est à côté de l'air froid, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait de la condensation et ça fait des vents. Et notamment des vents convectifs, parce que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Et donc on a de l'air chaud, et tout à l'heure on a dit quoi ? Que l'air chaud peut emmagasiner plus d'humidité aussi que l'air froid, vous vous souvenez ? Et donc on a des vents chauds chargés d'humidité, comme ça, qui vont s'élever dans l'atmosphère. Alors là, un jour, j'ai raconté ça dans une de mes conférences, et quelqu'un qui m'a dit, oui, moi je fais du parapente. Et nous, les parapentistes, en fait, on cherche ces endroits-là. Et par exemple, nous, on va sur les parkings de supermarchés, quand ils sont entourés de végétation, parce qu'en fait, ça fait une sorte d'endroit qui chauffe comme ça pendant toute la matinée, et pendant l'après-midi, du coup, ça crée une colonne d'air chaud, et du coup, nous, c'est vraiment super pour pouvoir s'élever dans l'atmosphère. J'avais jamais fait le lien entre parking de supermarché, parapente et cycle de l'eau, mais là, d'un coup, j'avais des infos là-dessus. Bon, alors... Du coup, ça nous amène déjà à une première donnée, une première information, c'est que quand on a des paysages qui sont rugueux, quand on a des paysages, et je vais oser le mot, qui sont hétérogènes, c'est-à-dire que voilà, il y a une variété dans le paysage, et bien du coup, on facilite le transit de l'eau depuis notre sol, notre végétation, vers l'atmosphère. Alors forcément, moi, en tant qu'agronome, j'y vois tout de suite un lien avec quelque chose qui s'est passé au cours du XXe siècle, c'est la spécialisation des régions agricoles. Alors vous voyez, on a spécialisé les régions et donc petit à petit, on a homogénéisé les paysages.
forcément, dans toutes les régions où on a abandonné l'élevage, on se retrouve avec des grandes plaines céréalières. L'endroit où on a développé la viticulture, parfois on a des grands territoires de viticoles. Et donc petit à petit, on a retiré de cette hétérogénéité. Et ça, c'est venu percuter une autre croyance que j'avais. Parce que moi, je croyais qu'avant l'arrivée d'Homo sapiens, chez nous, dans nos contrées, les paysages étaient très homogènes. Je pensais que c'était une forêt continue. Voilà, depuis le sud vers le nord, partout, c'était de la forêt très dense. Et que les premiers humains, quand ils sont arrivés, ils ont défriché la forêt pour installer leur village, ils ont fait des clairières, ils ont installé leurs champs, etc. Et en fait, pas du tout. Quand on questionne les scientifiques sur les paysages de l'Europe avant Homo sapiens, justement, ce qu'ils nous disent, c'est que les paysages étaient hétérogènes, ils étaient variés. Il y avait une variété de paysages un peu partout, c'était pas du tout de la forêt dense partout, c'était la forêt dense, puis des zones de prairies avec déjà des mammifères qui broutaient, des herbivores, et puis il y a des endroits où il y avait des bois plus clairsemés, etc. Et donc, et là je vais mettre un peu de conditionnel parce qu'on n'a pas encore suffisamment creusé le sujet, mais le sujet des interactions paysage, climat, cycle de l'eau de l'époque, mais on pense que cette hétérogénéité historique dans les paysages d'Europe occidentale a été favorable à des pluies régulières au long de l'année, et du coup finalement a été favorable lors de notre installation pour pouvoir faire notre agriculture, avoir de l'eau à disposition, etc., etc. Alors je vous ai mis des sources, vous irez voir. Il y a des débuts, on va dire, de réflexion sur ce sujet. Un autre truc que je croyais, parce qu'on me l'avait dit quand j'étais petit, alors il neigeait pas très souvent, franchement, dans le Pas-de-Calais à l'époque, mais il neigeait quand même encore de temps en temps, c'est vraiment plus du tout le cas aujourd'hui. Et un jour, un enfant, j'étais je crois en CM1, CM2, m'a dit, tu sais, au centre de chaque flocon de neige, il y a un grain de poussière. Qui parmi vous, à l'applaudimètre, a déjà entendu ça, qu'au centre de chaque flocon de neige, il y a un grain de poussière? Qui pense que c'est vrai? C'est une croyance, tout ça. Alors, en creusant cette histoire de cycle de l'eau verte et d'impact des paysages sur les cycles de l'eau, je suis tombé sur un truc, franchement, qui m'a un peu retourné le cerveau. En fait, c'est pas simplement au centre de chaque flocon de neige qu'il y a un grain de poussière, mais c'est au centre de toute forme de précipitation. Une goutte de pluie, la grêle, la neige. Au départ, au moment où il va y avoir de la condensation qui va se former, qui est de la microcondensation qui va former les nuages, pour qu'il puisse y avoir de la microcondensation, il faut qu'il y ait une particule. Alors les scientifiques ne parlent pas de grains de poussière, c'est pas assez bien pour le milieu scientifique. Du coup, nous on parle d'aérosols. Voilà. Alors les aérosols, c'est des particules en suspension. Okay, et donc ces nuages de poussière, en quelque sorte, ces aérosols, certains d'entre eux sont efficaces pour jouer un rôle très particulier qui est le rôle de noyau de condensation. Ça veut dire que c'est autour de ces particules que va se faire la microcondensation et vont se former les nuages. Ok ? Alors, par exemple, vous savez, des fois, on a, nous, les nuages de sable du Sahara qui traversent la France. Tout le monde est hyper content, on fait des photos sépia, c'est rigolo. En fait, nul. Pour faire un noyau de condensation, le sable du Sahara, pas du tout efficace. Trop gros, pas la bonne forme, pas le bon poids, etc. Si on regarde attentivement les particules qui sont efficaces pour former des nuages et pour finalement faire tomber la pluie, parce que c'est de ça dont il va s'agir, on se rend compte que dans 70 à 100% des cas, c'est de la vie. Ce sont des formes de vie. Ce sont des virus, ce sont des pollens de fleurs, ce sont des spores de champignons, et ce sont des bactéries. Alors là, c'était trop pour moi. Là, je me suis dit, non, mais là, c'est une blague, quoi. C'est une caméra cachée, il y a quelque chose. J'ai regardé tous les articles qui parlaient de ça, n'étaient pas tous datés d'un 1er avril, mais non. Je me suis dit, mais c'est incroyable, cette histoire. Je le sais pourtant, les cycles de l'eau, c'est de la physique, c'est des histoires de pression atmosphérique, de température. C'est pas la vie qui fait tomber la pluie, quand même. Et du coup, j'ai creusé le sujet, et puis finalement, en creusant, je suis tombé sur une scientifique qui s'appelle Cindy Morris. Alors Cindy Morris, elle est directrice de recherche à l'INRAE d'Avignon, et son métier de base, elle, c'est d'étudier les maladies des plantes, et notamment les maladies du blé. Et en étudiant tous les organismes qu'on trouve sur le feuillage du blé, elle est tombée sur une bactérie qui s'appelle Pseudomonas syringae. Retenez ce nom parce que c'est vraiment la super-héroïne des cycles de l'eau. Elle est là. Pseudomonas, la pseudomonas du seringa. Voilà. Alors,
elle a découvert Pseudomonas syringae, et en faisant des recherches sur cette bactérie, elle a découvert les travaux d'une homologue canadienne qui, 30 ans auparavant, avait étudié cette bactérie comme étant la bactérie qui fait tomber la pluie. Et elle a découvert les noyaux de condensation, elle est devenue une spécialiste de ce sujet en France, et du coup on l'a invitée avec les collègues, et on a fait un webinaire, vous savez, les sortes de trucs sur Internet, là où on a enregistré, et on l'a mis sur YouTube. Donc si vous tapez les déclencheurs biologiques de la pluie Cindy Morris, vous allez tomber sur une vidéo où vous allez m'entendre interroger cette scientifique et qui nous explique comment une bactérie s'y prend pour faire tomber la pluie. Alors c'est un peu technique, accrochez-vous, mais franchement ça vaut le coup parce que moi ça m'a permis d'apprendre vraiment des choses et surtout de comprendre un peu mieux le rôle de la végétation dans les cycles de l'eau. Alors Cindy Morris, elle nous raconte plein de choses sur ce sujet, mais surtout ce qu'elle nous raconte, c'est que cette bactérie, en fait, vous commentez un peu le graphique, rassurez-vous, c'est le seul graphique de la conférence, il n'y en a pas d'autre. Donc ici, on a des histoires de température, et vous voyez que la plupart des noyaux de condensation, ils jouent leur rôle entre moins 20 et moins 35 degrés, on va dire, grosso modo. Et puis ici, vous avez des histoires de concentration, et vous voyez que tous les noyaux de condensation, ils agissent, mais il faut quand même qu'ils soient dans des concentrations importantes. Et puis ici, vous avez Pseudomonas syringae, cette bactérie qui, elle, peut agir et jouer son rôle de noyau de condensation à des températures qui ne sont pas aussi froides que les autres. Et puis, elle n'a pas besoin d'être présente en grande concentration, ce qui en fait, du coup, la bactérie qui est la plus efficace pour faire tomber la pluie. Alors, tout ça serait rien si, en fait, on ne se posait pas la question ensemble, mais elle se multiplie où ? Comment elle se multiplie, cette bactérie ? Est-ce qu'elle se multiplie dans l'atmosphère, comme ça ? Ah non, elle ne se multiplie pas dans l'atmosphère. Et on l'a trouvée où ? Sur le feuillage du blé. En fait, elle est présente et elle se multiplie sur le feuillage de 70% des plantes qui nous entourent. Ça veut dire que quand on a des espaces, des paysages qui sont végétalisés, non seulement on produit de la transpiration par les végétaux, mais en plus de ça, cette humidité qui repart du sol dans les paysages rugueux et qui repart vers l'atmosphère, emporte avec elle une myriade d'aérosols, de particules, dont certaines d'entre elles sont des formes de vie, et certaines de ces formes de vie, c'est cette bactérie Pseudomonas syringae, qui du coup, une fois dans l'atmosphère, va pouvoir jouer son rôle. Alors je vous raconte des histoires à grande échelle, là, des histoires de cycles de l'eau à très grande échelle. Et j'ai envie maintenant de vous raconter des histoires un peu plus proches de nous. On va se rapprocher un peu, on va descendre, on va découvrir que le vivant ne se contente pas de faire fonctionner les cycles de l'eau à grande échelle, mais il le fait aussi beaucoup plus localement. Dans nos campagnes, l'eau circule de plein de manières différentes, et l'eau invisible, l'eau verte, elle circule aussi dans le sol. Et il y a des acteurs clés de la circulation de l'eau dans les sols, c'est les champignons. Je ne sais pas si vous le savez, mais les champignons, grâce à leurs filaments, ils peuvent faire circuler l'eau dans les sols. On appelle ça des trames d'hyperfluidité. C'est un peu comme si on imaginait des autoroutes de la circulation de l'eau dans le sol. Et certains de ces champignons ont développé des alliances avec les végétaux. On appelle ça des mycorhizes. Mycorhize, c'est une alliance, d'accord, entre des végétaux et des champignons. Alors avant, on pensait qu'il n'y avait que quelques plantes qui faisaient des mycorhizes comme ça. Et puis maintenant, on en découvre au fur et à mesure, et maintenant on sait qu'il y a au moins 70% des plantes qui ont des alliances mycorhiziennes. Alors la mycorhize, ça permet vraiment, il y a des échanges dans tous les sens, donc ça permet des choses positives pour tout le monde, mais pour la plante, ça lui permet d'augmenter sa capacité de prospection dans le sol. On sait même que dans certains cas, notamment dans les cas de canicule, de sécheresse, ça peut même lui permettre de multiplier par 100 sa capacité de prospection. Pour aller chercher de l'eau notamment, et c'est hyper efficace pour la plante. Ok ? Et on sait aussi que quand des conditions sont favorables, une molécule d'eau, elle peut être embarquée jusqu'à 200 mètres par les champignons latéralement à l'intérieur du sol. Donc c'est pas du tout localisé, ça peut être sur plusieurs dizaines, centaines de mètres. Alors il se trouve qu'il y a plusieurs styles de mycorhizes, il y en a 7 grandes familles, et je vais vous en parler de 2 familles parce que je vais vous montrer comment le paysage s'organise en fonction des différents types de mycorhizes. Alors d'un côté, on a les endomycorhizes. Alors dans les endomycorhizes, le champignon, il vient percer la paroi des cellules des racines pour faire les échanges directement à l'intérieur des cellules. Et on a le cas des ectomycorhizes. Alors là, le champignon, il ne va pas rentrer, il va rester à l'extérieur, il va faire une sorte de chaussette, ça va s'enrouler comme ça autour de la racine, et il va rester à l'extérieur pour faire ses échanges. Donc c'est 2 systèmes complètement différents. Les plantes de nos prairies, et particulièrement les arbres de nos vergers par exemple, les pommiers, les poiriers, mais aussi les aubépines, en fait la plupart de ces plantes-là,
sont exclusivement endomycorhiziennes. Donc elles fonctionnent avec le système où ça vient faire les échanges à l'intérieur. C'est le cas aussi pour les plantes des ripicylves. Donc tous les arbres qui accompagnent nos rivières, les peupliers, les saules, etc., eux, ils sont aussi exclusivement endomycorhiziens. Ça fait que la circulation d'eau entre la prairie et la rivière, elle est facilitée parce que c'est les mêmes systèmes de champignons et donc on peut avoir une continuité mycorhizienne entre la prairie et la rivière. Mais pour les plantes de la forêt, et la plupart des arbres qui composent nos forêts, comme par exemple le chêne, ou tous les résineux, les pins, les sapins, etc., et bien là, on est sur l'autre système. C'est les systèmes ectomycorhiziens. Et du coup, ça fait que la circulation d'eau entre la prairie et la forêt, ou entre la forêt et la rivière, est beaucoup plus difficile. C'est comme si vous aviez deux systèmes d'Internet et qu'un jour, vous voulez vous connecter à un site, et en fait, il est sur l'autre système, du coup, vous ne pouvez pas. Un peu le même principe. Il se trouve que il y a très peu de plantes, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont capables de faire les deux. On les appelle les plantes endo-ecto-mycorhiziennes. Et en fait, ces plantes, principalement, c'est les ronces. Les ronces qui poussent dans ces espaces de lisière, entre forêt et prairie, entre forêt et rivière, et bien en fait, elles sont capables de connecter les deux systèmes entre eux. Elles sont capables de faciliter la transition de l'eau entre les différents milieux. Et ça, c'est hyper intéressant de comprendre ça, parce que si on rationalise nos espaces ruraux, si on vient cultiver directement au pied des arbres quand on est en lisière de forêt, si on a des batailles entre jardiniers, parce qu'en fait, si on laisse pousser la ronce, ça fait mauvais genre, ça fait négliger, ça fait celui qui ne sait pas entretenir son terrain. Et bien en fait, on passe à côté de quelque chose qui est essentiel pour faire fonctionner les cycles de l'eau dans nos campagnes. On passe à côté de cette possibilité de connecter les différents milieux grâce à la ronce. J'espère que ça vous aura un peu réconcilié avec la ronce. Allez, une dernière petite histoire pour la route. Je vais vous parler des plantes condensatrices. Dans la forêt, il faut imaginer que tout le monde n'est pas à jeu égal quand il s'agit d'accéder à la lumière. Les plantes de la canopée, les grands arbres, eux, ils accèdent facilement, donc ils font de la photosynthèse, d'accord ? Ils peuvent produire des sucres pour leur propre croissance. Et puis, un des produits de cette photosynthèse, c'est qu'ils vont rejeter de l'eau sous forme de vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, elle va descendre dans la forêt. C'est pour ça que quand on rentre dans la forêt, il y a cette fraîcheur qui arrive d'en haut, qui descend. Ça, c'est le produit de la transpiration des grands arbres. Les plantes de sous-bois, pour elles, c'est plus compliqué. Parce que pas accès à autant de lumière, donc faire de la photosynthèse, pas toujours aussi évident, ça dépend des moments de l'année. Et il y a une partie de ces plantes qui a développé une stratégie pour avoir des sucres qui est assez étonnante. En fait, elles condensent l'eau qui est issue de la transpiration des grands arbres, et via le sol et via leurs racines, elles vont en restituer une partie à ces mêmes arbres. En échange de quoi, les arbres vont leur rétrocéder une partie des sucres que eux produisent. D'accord ? Donc c'est une alliance interne de la forêt qui permet le recyclage de l'eau issue de la transpiration des grands arbres et qui permet du coup aux plantes de sous-bois d'avoir des sucres. Alors il y a pas mal de plantes que vous connaissez qui jouent à ce jeu-là. Alors elles ne le jouent pas toujours de la même manière selon la température, etc. Mais notamment le lierre. Mais on trouve aussi le sureau, on trouve le noisetier, on trouve les viornes qui peuvent jouer. Souvent ce sont des feuillages avec un peu épais, avec une coloration plutôt sombre, qui vont jouer ce rôle de paroi froide. Cet effet paroi froide va permettre de condenser l'humidité et qui va permettre de la restituer aux arbres. Là, je réalise que mon ordinateur, il va s'arrêter si je voilà, hop. Est-ce que ça a marché ? Je pense que ça a marché. Alors, imaginons maintenant qu'on soit dans le cas hypothétique de remplacer par exemple une forêt de feuillus par une forêt de résineux. Donc déjà en moyenne, on va avoir 2 fois moins d'évapotranspiration, d'accord, en global sur l'année. Imaginons maintenant que cette plantation de résineux, on décide de la faire avec des plantations de tous les arbres du même âge qui vont pousser ensemble, et donc exit la rugosité, cette histoire de renvoi d'humidité dans l'atmosphère grâce à cette condensation liée à l'architecture du milieu. Et puis, imaginez qu'il n'y ait rien qui pousse dans ce sous-bois, soit parce que c'est pas un milieu très propice et la plantation a été faite justement pour essayer d'éviter qu'il y ait trop de végétation de sous-bois, ou qu'on ait des obligations de débroussaillement liées aux réglementations pour lutter contre la propagation des incendies de forêt.
eh ben on se retrouve avec quelque chose qui porte toujours le nom de forêt, mais qui du point de vue des cycles de l'eau, comment dire, ça risque de pas bien fonctionner. Alors là, je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à apprendre encore de comment les forêts naturelles se déploient pour essayer de cultiver l'eau. Parce que c'est ça le propos de tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. En fait, quand je me pose la question, et si on pouvait cultiver l'eau, la première réponse, c'est que le vivant, il nous a pas attendus. Ça fait 400 millions d'années que le vivant se déploie sur les continents, et en fait, pour pouvoir se déployer comme l'eau c'est la vie, eh ben, il a eu besoin, il a développé des stratégies multiples par la création du sol, par le fait d'occuper l'espace avec de la végétation, pour pouvoir faire de l'évapotranspiration, par les architectures en boîte à œufs, par le fait de renvoyer des particules qui peuvent jouer le rôle de notre concentration dans l'atmosphère. Bref, tout ça, tout ce que je vous ai raconté, c'est des prétextes pour, en fait, simplement accepter cette idée que le vivant a beaucoup plus d'expérience que nous sur Terre pour cultiver l'eau, et que peut-être si on allait un peu plus voir comment le vivant fonctionne, eh ben on apprendrait des choses sur comment faire société et comment nous organiser. Et justement, étudier le vivant et essayer de voir comment il se déploie et comment est-ce qu'on pourrait s'en inspirer, eh ben c'est le travail que fait un biologiste que je vous recommande chaudement, qui s'appelle Olivier Amand. Il se trouve qu'il est chercheur à l'INRAE de Lyon et qu'il est aussi président de l'association Michel Serres pour le contrat naturel. Et Olivier Amand, il a beaucoup écrit sur la notion de performance versus robustesse. Je vous invite à écouter ses conférences, et même, si vous le souhaitez, à lire, c'est un résumé, là, une 60aine de pages, qui s'appelle « Antidote au culte de la performance », sous-titre « La robustesse du vivant ». Quand on pense au vivant, on pense souvent à la sélection des espèces, à la sélection génétique. Et ce que nous dit Olivier Amand, avec raison, c'est qu'on a tendance à simplifier le discours de Darwin et à faire des contresens. Souvent, quand on pense à ça, on pense au fait que de génération en génération, le vivant, finalement, garde les plus adaptés, et puis écarte ceux qui ne sont pas adaptés, et qui finalement finissent par mourir, et puis restent à la fin les meilleurs, des meilleurs, en quelque sorte. Et c'est pas du tout ce que dit Darwin. Mais alors, pas du tout. Ce que dit Darwin, c'est qu'à chaque génération, le vivant déploie des trésors d'énergie et d'inventivité pour créer des millions et des millions de nouvelles possibilités, parmi lesquelles certaines vont être adaptées et d'autres non. Mais c'est pas qu'une histoire de on écarte ceux qui fonctionnent pas et on garde à la fin ceux qui sont bons. C'est pas du tout ça, la dynamique du vivant. La dynamique du vivant, c'est une dynamique d'innovation qui amène beaucoup plus à la notion de robustesse qu'à la notion de performance. Et c'est ça que nous dit Olivier Amand, c'est que le vivant ne favorise pas la performance, et ses déclinaisons, j'en ai mis ici quelques-unes, efficience, sobriété, résilience, agilité, qui sont en fait des sous-produits en quelque sorte du culte de la performance, et au contraire, le vivant favorise la robustesse. Alors c'est quoi la robustesse ? Eh bien la robustesse, c'est l'idée de pouvoir fonctionner à minima dans un certain nombre d'aléas, devant un certain nombre d'aléas possibles. Alors que la performance, c'est d'être le plus efficace pour atteindre un objectif. Et comme l'a dit très justement une des personnes qui m'a précédé, on ne sait pas à quoi va ressembler l'année 2025. Est-ce qu'elle va être sèche ? Humide ? Est-ce qu'on va avoir un printemps froid ? Chaud ? Comment va être l'arrière-saison ? On n'en sait rien. Et donc si on a des systèmes qui sont très performants et qui fonctionnent dans un climat donné, avec des certaines conditions données, et que 2 années sur 3 ou 3 années sur 5, on n'a pas ces conditions-là et qu'on a des rendements qui chutent et que ça ne fonctionne pas, eh ben on est perdant. Alors que si on va vers des systèmes qui peuvent fonctionner avec tous ces aléas possibles, à minima, eh ben en fait on va pouvoir faire des choix qui nous permettent de pouvoir mieux gérer l'avenir, être moins inquiets, moins faire fonctionner aussi les systèmes d'assurance, etc., etc. Et donc, eh ben l'invitation, c'est d'aller vers la robustesse, et c'est cette invitation-là. Je vais vous montrer quelques exemples de comment, à travers notamment l'hydrologie régénérative, on va vers cette notion de robustesse. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la robustesse ? Il y a notamment la diversité, la lenteur, la redondance, et on va voir que la lenteur, ça va être au cœur de l'approche et la diversité aussi, et la redondance de l'hydrologie régénérative. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette deuxième partie ? Que les cycles de l'eau verte, en fait, ils se déploient à toutes les échelles, de la plus petite à la plus grande échelle, depuis 400 millions d'années. En fait, c'est la stratégie du vivant pour faire en sorte qu'il y ait de l'eau à disposition, pour pouvoir en sorte de favoriser l'eau et donc de favoriser la vie. Et que du coup, c'est une sorte de coévolution du vivant avec le climat, et que ça passe par beaucoup de choses et de stratégies diverses dont on ferait bien de s'inspirer. Est-ce qu'il y a des questions
ou des réactions sur cette deuxième partie? Allez-y, vous avez le droit. Y a-t-il d'autres plantes qui ressemblent au... Endo-ectomycorhiziennes, ça, qui peuvent connecter les deux? Il y en a vraiment très peu, très très peu. Et la plupart sont... parce que le mot ronce, c'est un terme un peu générique dans notre jargon. C'est pas vraiment un terme botanique. Et donc ce sont les ronces, généralement. Oui, il y a beaucoup de... sur l'histoire des noyaux de condensation, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de formes de vie qui peuvent faire ça, d'autres bactéries qui peuvent faire ça. Le spectre est assez large, même si c'est pas non plus immense. Et depuis la découverte de ça, mais il y a 40 ans, hein, aujourd'hui on étudie vraiment un peu ce sujet, et on sait qu'il y a plein d'autres choses qui font ça, et notamment par exemple les particules fines issues des moteurs diesel peuvent jouer le rôle de noyaux de condensation. Il y a plein de choses différentes. Ça ne veut pas dire qu'il faut polluer. Hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Derrière la robustesse, il y a quand même quelque chose, disons, une grosse question qui se pose, c'est la question économique. Ouais. La robustesse, ça veut dire moins de rendement, ça veut dire, disons, plus d'attention, plus d'heures de travail pour pouvoir, disons, rendre le système robuste, et automatiquement, il y a une baisse par rapport à la performance. À la performance. Alors, ce que dit Olivier Amand, c'est que la performance coûte plus cher que la robustesse. Parce qu'en fait, quand vous voulez des gains de productivité, oui, les premiers gains sont faciles et peu coûteux. Et après, plus vous voulez aller loin dans la performance, parce que les autres sont en concurrence avec vous, plus ça coûte extrêmement cher. Et donc, la robustesse est beaucoup moins coûteuse sociétalement que la performance, parce que justement, on ne cherche pas à gagner des gains de compétitivité. Par contre, la question économique reste entière. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont dans le culte de la performance d'un côté, et qui sont en concurrence avec des gens qui cherchent la robustesse, à un moment donné, voilà. Donc, ça veut dire qu'aussi on a des choix sociétaux qui encouragent les systèmes robustes pour les favoriser par rapport aux gens qui sont dans la performance. Et ça, c'est un peu l'histoire de notre agriculture sur les 50 dernières années. C'est-à-dire, est-ce qu'on maintient par exemple des systèmes de pâturage à l'herbe, etc., qui sont plus robustes, mais qui sont moins performants? Et est-ce que socialement, on décide sociétalement de maintenir et d'encourager et de financer ces systèmes-là, parce qu'on veut maintenir de la robustesse dans nos systèmes, versus les systèmes plus performants? Je suis d'accord, mais la performance, si vous voulez, a aussi une dette par rapport au carbone. Tout à fait. C'est aussi, disons, un sujet bien sûr, qui fait que le réchauffement climatique s'accentue. Tout à fait, tout à fait. Il y a plein de raisons de remettre en question ce culte de la performance. Ça va? On continue? À l'applaudimètre, qui a envie de continuer? Allez, c'est parti. Alors, je vais vous raconter un peu une histoire. Ça n'est qu'une histoire, évidemment, et vous allez voir qu'elle rejoint plein d'autres histoires, et que le but, c'est pas de tout réinventer, mais c'est une histoire, je pense, qui est intéressante parce qu'elle est peut-être complémentaire d'autres histoires qu'on se raconte aujourd'hui sur ce qu'il faudrait faire pour prendre soin des cycles de l'eau. Alors, cette histoire, avant de vous la raconter, je vais vous parler un petit peu de la question de l'adaptation versus la régénération, parce que vous va parler d'hydrologie régénérative. Alors, je vous partage quelque chose, je vous le dis un peu franchement. Moi, l'adaptation, ça me fait pas rêver. En fait, je comprends l'idée qu'il faut s'adapter. Je comprends que quand des conditions se dégradent, si on s'adapte pas, on meurt, d'accord? Mais pour moi, la question première, c'est est-ce qu'on met des choses en œuvre pour essayer de faire en sorte que ça se dégrade pas? Est-ce que vraiment on est en train d'essayer d'inverser la tendance, ou est-ce que simplement on est en train d'accompagner et d'accepter au fur et à mesure des conditions de plus en plus difficiles pour pouvoir vivre? Et moi, je vous avoue que, par exemple, sur la thématique de l'eau, voir la sécheresse s'accentuer dans le département de la Drôme, il y a une partie de moi qui a envie d'essayer de travailler à inverser cette tendance. D'accord? J'ai pas envie d'accepter et juste simplement d'apprendre à mes enfants à porter des vêtements amples et à boire du thé chaud, parce qu'il faut déjà se préparer au fait que ça va être le désert dans la vallée de la Drôme. Donc, moi, je fais pas partie de l'équipe adaptation, voilà, pour vous le dire franchement.
même si je comprends l'idée. Moi, je fais partie de l'équipe régénération, c'est-à-dire on a des problèmes, on va à la source de ces problèmes. C'est pas suffisant de prendre un Doliprane quand on a une maladie grave. En fait, il faut aller à la source du problème et essayer de traiter la maladie. Donc c'est ça que j'essaie de faire et sur lequel j'essaie de discuter avec des collègues. Alors l'hydrologie régénérative, c'est né après-guerre à travers le travail d'un agriculteur australien. Il s'appelait Perceval Alfred Yeomans. Et j'adore son prénom, Perceval Alfred. C'est classe quand même. J'ai essayé de le donner à mon aîné, mais ma femme n'a pas voulu. Et Perceval Alfred, en fait, lui, il grandissait dans un milieu avec une grosse problématique de désertification, d'aridification du milieu. Il avait en quelque sorte ça vraiment chevillé à son corps, à son énergie, d'autant qu'il va perdre un membre de sa famille quand il a 16 ans dans un feu de broussailles qui va se déclencher dans la ferme. Et pour lui, le fait que la ferme s'aridifie, qu'il y ait de moins en moins d'herbes vertes pour faire pâturer les troupeaux, que les sources se tarissent, que les nappes s'abaissent, pour lui, il ne voit pas ça comme une fatalité. Et il pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'autre. Autrement dit, il n'est pas dans une énergie d'adaptation. Sinon, à un moment donné, il vend le troupeau, il plante des cactus et il essaie de trouver des débouchés commerciaux pour vendre ses cactus. Non, il se dit, moi, le but du jeu, c'est de faire que les paysages repartent, qu'il y ait de nouveau de l'herbe verte, qu'il y ait de nouveau des sources qui coulent, qu'il y ait de nouveau des nappes qui se remplissent. C'est ça qu'il veut faire. Et donc, il est dans cette énergie de la régénération. Alors, pour comprendre la pensée d'Yeomans, il faut imaginer un circuit de dominos. Tout le monde a déjà fait des circuits de dominos ? On met les uns après les autres, les petits dominos, et puis on fait basculer le premier domino. Puis ma fille qui a 6 ans, elle adore faire ça. Et on est très content quand on a réussi à faire basculer tous les dominos. La grande question que se pose Yeomans, ce qui l'anime profondément, c'est quoi le premier domino du circuit ? Sur quoi il faut qu'on agisse ? Il faut que j'agisse moi et qu'on agisse collectivement pour avoir un impact global sur la dynamique de l'écosystème. D'accord ? Si je fais basculer le dernier domino, c'est pas rigolo. J'aurais fait juste basculer un. Par contre, si j'arrive à trouver le premier, et là, ça commence à devenir intéressant. Alors, j'ai un peu adapté l'outil, il a appelé ça l'échelle de la permanence. La permanence, c'était un des termes qu'on utilisait à l'époque pour parler d'après, on a parlé de durabilité, etc. C'est l'idée de la permanence, c'est que ça fonctionne longtemps, c'est un peu cette idée-là. Je l'ai un peu adapté pour les besoins de la conférence, et du coup, je vais d'abord l'illustrer par le bas de l'échelle. Bon, je vous ai dit, je suis ingénieur agronome, je m'intéresse au changement climatique. Je pourrais être en train de travailler en ce moment pour la chambre d'agriculture de mon département. Entre parenthèses, parce que je vais parler de la chambre d'agriculture plusieurs fois, j'ai d'excellentes relations avec la chambre d'agriculture de la Drôme, et j'anime des formations hydrologie régénérative pour les agriculteurs de la Drôme, et ils savent que je les utilise pendant ma conférence, et ils sont d'accord. Donc, je travaille à la chambre d'agriculture de la Drôme, je suis obligé de le dire, parce que sinon un jour ils disent « Oh là là, une balance sur la chambre d'agriculture de la Drôme, c'est horrible !» Non, ça va, tout va bien. Donc, imaginons que je sois chargé de mission adaptation à la chambre d'agriculture de la Drôme. Un des trucs qu'on fait dans notre département, je ne sais pas si on le fait ici aussi, c'est de remplacer les systèmes d'irrigation par aspersion, donc on est tout en bas ici. Système d'irrigation par aspersion par du goutte à goutte. Ok ? C'est quoi l'objectif ? Utiliser moins d'eau. Donc on est dans le grand ensemble de la sobriété. Alors, à votre avis, sachant que la dégradation des cycles de l'eau, elle est liée à l'accélération, au fait qu'on a dégradé la capacité de nos paysages en enlevant les haies, les mares, etc., qu'on a rectifié les cours d'eau, bref, tout là, on a urbanisé tout ça, machin, etc. Sachant tout ça, à votre avis, si je remplace, imaginons que je sois hyper fort comme chargé de mission, et j'arrive à remplacer tous les systèmes d'aspersion de mon département par du goutte à goutte, à votre avis, est-ce que c'est de nature à stopper, ralentir, voire inverser la mécanique de dégradation des cycles de l'eau dans mon département ? Alors, qui pense que oui ? Qui pense que non ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'être sobre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que ça ne résout pas le problème. On n'est pas sur quelque chose qui est de nature, on est plutôt dans les derniers dominos du circuit. Ce n'est pas de nature à inverser le problème, à changer les données du problème. Ok ? Bon, remontons l'échelle de la permanence. C'est marqué semences et sélection variétale. Un autre truc qu'on fait dans mon département, et que je pourrais être en train de faire si je travaille à la chambre d'agriculture, c'est de remplacer les surfaces de maïs par du sorgho. Pourquoi on fait ça ? On consomme moins d'eau.
Sobriété. On fait un raccourci, hein, parce qu'en fait, ça dépend, c'est du maïs irrigué, du sorgho irrigué. Je fais des raccourcis. Alors, à votre avis, si je remplace toutes les surfaces de maïs de mon département par du sorgho, est-ce que c'est de nature à inverser, à au moins ralentir ou stopper la dynamique de dégradation des cycles de l'eau dans mon département? Qui pense que oui? Qui pense que non? Toujours pas. On n'a toujours pas attaqué le cœur du problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts pour essayer d'utiliser moins d'eau. Mais on ne s'attaque pas au problème. À quel moment on s'attaque au problème? Alors en plus de ça, ces deux choix, de remplacer le système d'irrigation par du goutte à goutte et le maïs par du sorgho, ça peut avoir des effets pervers. Est-ce que vous les avez identifiés? Parce que le paysage, si on arrose avec du goutte à goutte, ben, il va s'assécher, on va maintenir en fait verte, et donc avec de l'évapotranspiration seulement la partie culture, et tout le reste autour. Voilà. Si on remplace par du sorgho, le sorgho, pourquoi il a besoin de moins d'eau? Ben, il évapotranspire moins. Or, on a dit que l'eau verte, c'était de l'évapotranspiration. Et donc, on est en train d'accompagner la dynamique de désertification du département plutôt que d'essayer de la contrer. Plutôt que de travailler comme Yeomans a essayé de faire en sorte de recréer des conditions favorables en ayant plus d'eau et plus de vie, eh ben on fait le choix conscient et délibéré et collectif de se dire on va mettre moins d'eau et donc moins de vie. D'accord? Je suis pas en train de dire qu'il faut augmenter l'irrigation dans mon département, mettre de l'eau partout, pomper dans les nappes et tout ça. Me faites encore une fois pas dire ce que j'ai pas dit. Simplement, on n'a pas corrigé le problème à la source et donc on est toujours dans une mécanique délétère qui va s'accentuer. Et dans quelques années, malgré l'installation du goutte à goutte, malgré le remplacement des surfaces de maïs par du sorgho, et peut-être avec encore d'autres stratégies d'adaptation qu'on va mettre en place, eh ben on va se retrouver plus ou moins un jour dans un désert. Et à la place du sorgho, on met du trèfle et de la luzerne. Vous en pensez quoi? Eh ben c'est déjà mieux. Alors, il y a... Sur le sorgho, c'est un exemple, mais ça, Ouais. ça peut être autre chose. Mais c'est simplement pour illustrer, là je l'ai illustré en agriculture, mais j'aurais pu l'illustrer aussi chez les particuliers. Je vais prendre un autre exemple. Je suis en discussion depuis 2 ans avec les collègues, on travaille à accompagner un groupe qui a des jardineries, c'est le groupe Botanique. Peut-être vous connaissez les magasins botaniques. Et en fait, quand on discute avec Botanique, ils nous disent que les produits phares aujourd'hui dans leur rayonnage, c'est les pelouses en plastique et surtout les plantes qui nécessitent pas d'arrosage, notamment les palmiers, avec si possible la petite plage de galets qui va bien au pied du palmier. Pourquoi c'est dramatique? Ce qui est dramatique, c'est que en fait, on est en train de favoriser petit à petit l'avancée du désert. En fait, on est en train de créer les mécaniques de dégradation des cycles de l'eau en faisant ça. En soi, oui, je comprends l'idée, je veux passer moins de temps, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai des enfants, etc. Je veux pas passer du temps à entretenir mon jardin, ça je comprends l'idée générale. Mais en fait, ce faisant, on va dans une dynamique d'accompagnement de la dégradation des cycles de l'eau plutôt que d'essayer de la favoriser. C'est ça qu'il faut qu'on inverse, c'est une histoire de mentalité, une histoire de manière d'aborder le sujet. Et puis par ailleurs, c'est un peu défaitiste l'adaptation. C'est-à-dire que si on fait que ça, et si on ne fait que accepter que le système se dégrade, et ben à un moment donné, on a aussi moins d'élan, moins d'énergie. Moi, je crois qu'il nous faut des récits forts, des récits qui donnent envie d'y aller, parce qu'en fait, on peut inverser la tendance ensemble. Et on va le voir après, qu'il y a des exemples dans le monde qui ont été faits, et que nous aussi, on peut décider de le faire. Il n'y a pas de raison que d'autres aient réussi et pas nous. Bon, cette histoire, pour moi, elle nous raconte l'histoire d'un changement de manière de voir les choses, pour passer des logiques d'adaptation, ici, aux logiques de régénération. Alors j'ai mis 80-20 parce qu'on ne peut pas arrêter de s'adapter. D'accord ? Si on s'arrête de s'adapter, on meurt, donc il faut continuer. Mais par contre, il faut décider d'allouer des moyens, de l'énergie, pour faire de la régénération, et pas simplement de l'adaptation. Alors on va aller voir ce que Yeomans a mis tout en haut. Il a mis climat, eau, relief, topographie, arbres, haies, couverts forestiers. Bon, regardons ensemble qu'est-ce qui se cache derrière l'hydrologie régénérative. Alors l'hydrologie régénérative, ça tient en 4 verbes d'action. Donc c'est lui qui a imaginé ça. Ralentir, infiltrer, stocker, petit astérix dans le paysage, évapotranspirer. Alors oui, ça vous a fait réagir, petit astérix dans le paysage, parce que nous les humains, quand on pense à du stockage, tout le monde a en tête plus ou moins ça. Alors le vivant fait pas beaucoup ça.
il stocke pas beaucoup l'eau comme ça, dans des espaces comme ça qui sont déconnectés du milieu. Le vivant, lui, il va favoriser le stockage où? Dans le sol, en créant du plus de sol, etc. Dans les plantes, qui sont composées en majorité d'eau comme nous. Dans les nappes, donc dans le sous-sol, ok. Et en mouvement dans les cycles de l'eau verte. Les petits cycles, genre la condensation qu'on a avec la rosée matinale, et puis les plus grands cycles, ok. Stocker l'eau en mouvement, ça nous défrise, nous les humains. Parce que quand on pense à du stockage d'eau, nous on pense à de l'eau qui est immobilisée, d'accord, dans une cuve. Si on est chez soi, dans un bassin, une bassine, si on est dans un plus grand système. En fait, le vivant stocke de l'eau en mouvement. Alors j'ai mis cette image parce que j'ai besoin qu'on regarde un petit peu mieux, un peu plus proche, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui avec les ouvrages de stockage comme ça dans notre société. Pour moi, c'est pas tant ça qui pose problème. Ça, franchement, je le comprends. Ça dépend comment c'est fait, ça dépend qui peut y avoir accès, ça dépend de plein de choses, mais surtout, ça ne résout rien. C'est une solution de très court terme. C'est pour essayer de ne pas mourir qu'on fait ce genre de choses. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est ça. Le problème dont on ne parle pas quand on se bagarre autour des méga-bassines, le problème dont on ne parle pas quand on réfléchit à des plans pour essayer d'améliorer la situation en eau, eh ben, c'est que les paysages sont au centre des cycles de l'eau et que si en fait on ne travaille pas à faire en sorte que ces paysages-là soient efficaces pour alimenter les cycles de l'eau, et ben en fait on va pouvoir mettre autant d'ouvrages qu'on veut, on se retrouvera avec des ouvrages vides dans quelques années. Confère la situation de l'Espagne, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Espagne a été le premier pays européen à se doter d'un projet de lutte contre la désertification, le mot a été utilisé en 2022, et qu'ils ont annoncé dans le même temps que 72% du territoire espagnol est menacé de désertification. Quand j'étais enfant, le désert, c'était le Maroc. Mon fils, qui est en train de passer à l'âge adulte, pour lui, le désert, c'est l'Espagne. Je vous laisse imaginer ce qui se passe ensuite. Alors, ce paysage, c'est vraiment une machine à créer du désert. Là, on a vraiment tous les problèmes. On n'a aucune rugosité, on n'a pas de protection du sol, on n'a pas de protection contre l'érosion. En fait, on n'a pas beaucoup de production d'humidité, de pseudomonas ilmiae, bref. On a un paysage en fait qui est une machine à dégrader les cycles de l'eau et au milieu duquel on a mis un pansement sur une jambe de bois en se disant qu'on allait résoudre nos problèmes en allant pomper dans la nappe ou dans la rivière pour essayer de sauver notre agriculture. Mais le problème, c'est que si on utilisait cette eau-là pour recréer des milieux qui sont capables de régénérer les cycles de l'eau, eh ben ça serait valide. Le problème, c'est que c'est pas accompagné des bonnes dynamiques de régénération et donc on fait de l'adaptation du court terme sans prévoir le long terme et donc c'est catastrophique. Bon, alors l'idée générale, regardez pas trop ces graphiques de près parce que y a plein de gens qui m'ont dit oui, mais du coup là, ici c'est une rivière et t'es en train de casser les rivières, etc. Non, en fait ici il faut imaginer que c'est plutôt des talwegs secs, des zones où il n'y a pas des cours d'eau, d'accord. Sinon on peut absolument pas faire ce qu'on a fait à droite. En fait l'idée générale, c'est simplement pour comprendre les principes qu'il y a ces schémas. Non mais ils ont raison les gens qui me disent ça, mais là l'idée c'est de comprendre les principes généraux. Et les principes généraux, c'est si on a un bassin versant où il y a zéro obstacle, tout va vers le bas des pentes, donc concentration, accélération, érosion. Du coup, on a des crues, on a des phénomènes d'inondation, et puis derrière, ça va être la sécheresse, parce que toute l'eau qu'on n'a pas conservée, elle va manquer au moment où on va en avoir besoin. Et donc ce qu'on cherche à faire, c'est inverser cette tendance, garder l'eau le plus haut possible dans les bassins versants, faire en sorte de créer autant d'occasions pour l'eau de se stocker directement dans le paysage et favoriser l'évapotranspiration. Bon, dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on appelle de la gestion horizontale. Donc gestion horizontale, le but c'est de limiter la circulation horizontale de l'eau dans le paysage, faire en sorte d'infiltrer toute l'eau là où elle tombe. Donc moi, quand j'accompagne les agriculteurs, on a un objectif, c'est 0 litre d'eau en sortie de parcelle. S'il y a des fossés en bas des champs, on va regarder si on a bien travaillé, parce que si jamais il y a de l'eau qui arrive dans le fossé, c'est qu'on a perdu, on n'a pas bien bossé. Donc il n'y a plus jamais d'eau au fossé, terminé. Et puis après, en matière de gestion verticale, là, en fait, on est dans une logique inverse, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est de favoriser la circulation verticale de l'eau, donc favoriser l'infiltration et favoriser la transpiration. Donc on joue à ces deux jeux-là, ces deux jeux qui sont assez rigolos en réalité, une fois qu'on a compris le principe et qu'on est d'accord d'essayer de le faire.
Dans la pratique, on va utiliser pas mal de trucs, de l'hydrologie, de l'agronomie, de l'agroforesterie, je vous passe un peu les détails. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler sur des temporalités différentes, vu qu'on bosse sur le triptyque eau, sol, arbre, qui ont 3 temporalités différentes. L'eau, c'est plutôt du court terme. Si on fait des aménagements pour empêcher l'eau de circuler, dès la prochaine pluie, ça joue. Le sol, c'est du moyen terme, parce que il nous faut quelques années, 4-5 ans, pour recréer de la matière organique, du capacité d'infiltration, de stockage, etc. Et puis les arbres, tout le monde le sait, si on plante aujourd'hui, c'est pour que ce soit efficace dans 15-20 ans. Donc c'est plutôt du long terme. Donc on joue sur les 3 temporalités en même temps. On installe tout en même temps pour que ça joue le rôle. Donc qu'est-ce que c'est que l'hydrologie régénérative ? Si on devait en donner une définition, c'est la science de la régénération des cycles de l'eau par l'aménagement du territoire. Ça s'appuie sur un dépassement. Non, l'eau, c'est pas que une histoire de gâteau qu'on se partage. Si on ne fait que regarder le gâteau et savoir qui doit en avoir combien, et qu'on ne fait que discuter de ça, et qu'on oublie que en fait, l'eau, ça se cultive, et que le vivant fait ça depuis 400 millions d'années, cultiver l'eau, et que nous, par nos actions, parce qu'on ne comprend pas ce que le vivant fait depuis 400 millions d'années, en fait, on casse ces dynamiques, et petit à petit, on crée de la déperdition et de l'affaiblissement des cycles de l'eau, notre gâteau il va se réduire petit à petit. Et la guerre de l'eau, on aura beau avoir les meilleures règles de gouvernance et la meilleure bonne volonté pour essayer de se parler, ça va finir quand même par arriver. Donc là, on a un gros travail culturel à faire. L'eau, ça se cultive. L'eau de demain, il faut la cultiver aujourd'hui. Et c'est pas simplement en se partageant l'eau, même si c'est très important d'avoir des bonnes règles et une bonne manière de dialoguer sur un territoire, sur la répartition de l'eau. C'est pas suffisant si on veut d'avoir de l'eau demain. Et en plus de ça, on a dit plus d'eau égale plus de vie. Donc si on cultive l'eau ensemble, ça va nous profiter à nous les humains, mais ça va profiter aussi aux toutes les autres formes de vie avec qui on partage cette planète. Et ils en ont rudement besoin avec, comme vous le savez, le plongeon brutal de la biodiversité qu'on est en train de constater. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie qui était la partie théorie ? Juste après, je vais vous montrer plein d'exemples, mais vous les connaissez déjà pour une partie d'entre eux. Je pense qu'il y a quelque chose que vous auriez peut-être c'est plus on a fait des bassines, plus la consommation d'eau a été importante parce que en fait, ça apporte. C'est des appels d'air. Exactement. Je pense que vous connaissez ça. Bien sûr. Vous avez raison. Tout à fait. Je devrais le mentionner. Merci pour ce complément utile. Ça va ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, mais chagrinés par ce que j'ai raconté ? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, c'est quand même pas tout à fait comme ça, ou je suis pas d'accord avec certaines choses qui ont été dites. Moi, je suis vraiment ouvert à ça, et je pense que c'est important de parler de ces choses, pas repartir en se disant, il était sympa, il était jeune, il avait la pêche et tout, mais par contre, ce qu'il a dit, franchement, j'y crois moyen, quoi. C'est important. Ok ? J'ai pas la science infuse, avec les collègues, nous, on cherche beaucoup, on dialogue beaucoup, et pour nous, c'est vraiment important, justement, de rester dans le dialogue et d'apprendre, de continuer d'apprendre, en fait. Ok ? Top. On va regarder des exemples. Alors, en pratique, je l'ai repris ça, c'est un truc que vous connaissez, c'est un peu tarte à la crème, mais c'est très bien. Ça donne vraiment très bien ce qu'on veut faire. Là, ici, vous avez le passage du territoire entonnoir au territoire passoire. C'est les 2 premiers principes, ralentir, infiltrer. Ça, on a très bien compris, par exemple, avec la gestion intégrée des eaux pluviales, aujourd'hui, où on sait qu'il faut gérer l'eau au plus proche de là où elle est tombée. Et puis, là où c'est un peu plus difficile, et où on a un peu de mal à avancer encore, c'est sur le deuxième partie, c'est-à-dire de passer du territoire passoire au territoire éponge, parce que là, ça nécessite de recréer du sol, ça nécessite de mettre de la végétation, et ça prend du temps et de l'énergie, et puis c'est pas toujours facile à faire. Donc, on va faire ce chemin-là ensemble. Alors, on travaille d'amont en aval, généralement, nous. On part des crêtes, des têtes de bassin, et puis, petit à petit, on descend le paysage, et en fait, à chaque étape, on se pose la question, comment on peut appliquer nos principes, ralentir, infiltrer, stocker, évapotranspirer. Et du coup, on a plein de solutions qui sont dépendantes de là où on est et de ce qu'on peut faire. Alors déjà, le premier endroit sur lequel on peut travailler, c'est le sol, puisque l'eau, elle va tomber sur un sol, sauf si elle tombe dans un espace qui est déjà artificialisé, auquel cas, il y a une autre démarche, soit de désimperméabilisation, soit de collecte des eaux pour faire de l'infiltration. Mais du coup, on va travailler le sol en premier. Ensuite, on va travailler les aménagements au site, à la parcelle. Donc quand je suis chez les agriculteurs, objectif, faire en sorte que l'eau ne quitte pas la ferme et qu'on infiltre tout. Et on renvoie tout par évapotranspiration, le plus possible. Le long des chemins de l'eau,
Donc là, on travaille sur tous les talvecs secs, toutes les combes, etc. Et là, il y a beaucoup de choses à faire pour faire du ralentissement dynamique de l'eau. Et puis, toute la partie en lien avec la GEMAPI, donc les zones humides, les cours d'eau, etc., sur lesquels, du coup, là, il y a déjà beaucoup de choses qui se font et qui vont dans le bon sens. Et du coup, c'est plus travailler à de l'acculturation et accompagner les personnes qui comprennent pas encore ce qu'on veut faire dans ces milieux-là. Parce qu'aussi, il y a eu des grands changements, et c'est normal, hein, depuis ces 30 dernières années, on a changé beaucoup dans notre manière de vouloir aménager. Et donc, du coup, on essaie de faire ce travail de mise en lien, notamment avec le monde agricole, qui peut être plus difficile à faire avancer. Du coup, voilà, on fait. Je vais passer en fait un peu, hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs là. Oui, peut-être un truc qui est important, c'est que moi, je fais partie des gens je suis un peu triste de voir qu'on en est toujours à avoir des querelles de chapelle dans le monde agricole. Vous savez, entre les gens qui défendent telle pratique contre telle autre, moi j'ai raison, les autres c'est des cons, pardonnez-moi. Et du coup, voilà, on est dans un monde, je pense, où là, on est face à des crises qui sont très importantes, et en fait, je pense que ce serait le bon moment pour laisser un peu tomber nos querelles de chapelle et essayer de travailler ensemble. Et sur la thématique de l'eau et du ralentissement de l'eau, en fait, on peut faire beaucoup de choses, quel que soit dans quel système on est. Si on fait de l'agriculture de conservation, si on fait de l'agriculture biologique, si on fait de l'agroforesterie, il y a vraiment, en fait, à chaque fois des choses qui sont intéressantes à faire sur l'enherbement, les couverts végétaux, sur le pâturage tournant dynamique. Bref, avançons là où on peut avancer et essayons de pas être dans une logique d'avoir toujours mieux raison que les autres. Ça, c'est juste un exemple parce que on sait qu'on va aller vers plus de pluie ramassée dans le temps avec des épisodes énormes et qu'on ne sait pas trop comment nos paysages ils vont réagir à ça. Alors du coup, on peut aller voir chez les voisins. Et là, on est chez les voisins de l'Hérault. Vous savez, là-bas dans l'Hérault, ils ont les épisodes Cévenol. Alors en l'occurrence, cette photo, elle a été prise au même moment. Ces deux photos ont été prises au même moment dans la même parcelle. C'est juste que le viticulteur, il voulait tester un système enherbé parce que jusque-là, il était sur son système travaillé et il voulait voir ce que ça allait donner. Et là, il y a eu 233 mm de pluie en continu sur 16 heures. Et il a vu. Voilà. Alors, quand on a enherbé, on n'a pas résolu tous les problèmes. Hein. Après, d'un point de vue agronomique, la concurrence entre la vigne et l'herbe, etc. Mais par contre, du point de vue des cycles de l'eau, on a fait une sacrée avancée. Donc après, il y a tout un travail pour accompagner ces transformations-là. On travaille toujours sur le triptyque eau, sol, arbre. Donc là, c'est la même idée partout, hein, dans toutes les fermes qu'on accompagne avec les collègues. Remettre des points d'eau, refaire des zones. Souvent, c'est pas des mares ou des choses étanches. En fait, nous, on met pas des bâches, des choses comme ça. C'est pour infiltrer, c'est pour ça qu'on fait. Et donc du coup, on crée juste simplement des milieux qui vont permettre de réceptionner l'eau et de l'infiltrer là où ça tombe. Ici, en fait, on refait de la matière organique, donc on cultive la matière organique dans les vignes, quoi. Il y en a que, waouh, ça fait des petits nœuds dans la tête, quoi. Et puis là, on a retiré des rangs de vignes et puis on plante des arbres, on fait de la vitiforesterie, on recrée de la rugosité, on recrée de la capacité d'infiltration. Hein. Une haie, c'est plus 30% de capacité d'infiltration en moyenne dans une parcelle, donc c'est ça le but. Alors je vous montre un peu d'autres trucs. Bon là, c'est des choses que vous connaissez, tranchées de Stockholm. Alors ça, à droite, vous connaissez peut-être pas, les baissières et le keyline design. Alors c'est une invention, le keyline design de notre ami Yeomans. Vous vous souvenez, l'agriculteur australien de tout à l'heure. Alors il a imaginé, lui, que pour empêcher que l'eau court trop vite vers le bas des pentes, il allait cultiver en suivant les courbes de niveau. Voilà. Et donc, du coup, on essaie de mettre ça en place chez les agriculteurs. Alors forcément, les voisins, la première fois qu'ils voient ça, ils se disent « Oh, voilà, ça picole, hein, dur hein, chez le voisin. » Et puis, une fois, deux fois, trois fois, on explique, on raconte, on parle des enjeux, de l'eau, etc. Et puis, petit à petit, ça s'accepte et puis ça avance. Bon, voilà, ça donne des paysages qui peuvent être assez... Moi, je les trouve plutôt jolis. Alors, ça change un peu de notre manière de voir habituellement. Hein. Mais c'est l'idée générale, quoi. Fait avancer les choses. Alors, les baissières, ça porte des noms. C'est pas une invention. Hein. C'est juste que nous, on a donné un nom... on a choisi, parce qu'il y a beaucoup de termes locaux, les béales, les béalières, les bis, les biefs, les nous, si on veut. Il y a plein de noms selon les régions. Ce sont des fossés qui suivent les courbes de niveau, ou parfois où il y a vraiment une légère pente, de l'ordre de 1 à 3%, et qui servent à collecter toute l'eau de pluie et à favoriser son infiltration. Alors soit directement sur la parcelle, si on n'a pas de problématique d'hydromorphie, soit en périphérie de la parcelle, on va conduire l'eau vers des endroits d'infiltration en périphérie. Donc voilà, en gros, ce qu'on fait, ça vous donne un peu une idée, là, on a quelques-unes en eau. Ici, on a de la pente, ici, c'est plutôt plat, voilà, ça dépend des endroits. On cherche des solutions à chaque fois. Et puis, ce qui est important, c'est de faire avec les traditions locales.
Parce qu'en fait, la gestion de l'eau, ça sert à rien d'importer des trucs d'Australie. Souvent, on a des savoir-faire, on sait faire des choses. Il y a des endroits où on a des traditions de fascine, d'autres on a des traditions d'empierrement dans les talwegs, d'autres on fait des terrasses, enfin bref. C'est bien de se replonger aussi dans les histoires, pas pour refaire à l'identique, parce qu'on peut pas refaire, par exemple, des terrasses comme on faisait dans le temps. Mais par contre, on peut essayer de s'en inspirer et trouver des solutions modernes, on va dire, en s'appuyant sur les sagesses des anciens. Bon, je vous mets encore d'autres exemples ici, d'autres photos. Ça, c'est la pépinière des Alvéoles. C'est un lieu où j'ai travaillé pendant 4 ans et toute l'organisation de la pépinière a été faite en suivant les courbes de niveau. On est dans un endroit sur un petit éperon rocheux au bord du Vercors avec peu de sol, peu d'épaisseur de sol et avec un sol très argileux. Et du coup, on a une double gestion, à la fois du trop d'eau en hiver et du pas assez d'eau en été. Et donc, on a été obligé de trouver des solutions pour essayer de fonctionner au maximum avec de l'irrigation passive, donc des ouvrages pour essayer de faire en sorte de garder l'eau au maximum. Et puis, on complémente avec la source, mais du coup, on essaie de limiter notre pression sur le système parce qu'on est dans une région où il y a peu d'eau. Et donc, on est obligé de le faire. Voilà des exemples ailleurs dans le monde, c'est juste pour vous inspirer, vous montrer que ça peut se faire dans plein de contextes différents. Voilà, en fait, c'est toujours cette idée de cultiver en suivant la topographie. En matière de sylviculture, je vous apprendrai rien, mais forcément la coupe rase, ça fait pas du bien. Et je vous montrerai un exemple après. Voilà, donc on essaie de trouver d'autres manières, et notamment d'essayer d'avoir des peuplements avec plusieurs étages de végétation. Donc, par exemple, la sylviculture mélangée à couvert continu, qui nous semble tout à fait vertueuse. Je passe un peu les exemples. On a de la renaturation, etc. Donc c'est des choses que vous connaissez forcément parce qu'on est proche des actions de l'épage, le reméandrage, évidemment, la restauration des zones humides. J'ai passé très vite, ça ne veut pas dire que j'y accorde moins d'importance, c'est juste que je sais que vous êtes beaucoup plus sensibilisés sur ces sujets. On peut faire des choses chacun chez soi avec les jardins de pluie. Donc ça, c'est vraiment un des trucs que j'encourage vraiment à faire, c'est de débrancher tout simplement les gouttières des systèmes de collecte des eaux pluviales et de faire chacun chez soi des ouvrages d'infiltration, un petit jardin de pluie. Aux États-Unis et au Canada, on finance pas l'installation des cuves comme on peut le faire chez nous, mais on donne un petit peu d'argent aux gens pour qu'ils débranchent et après avec cet argent-là, ils peuvent éventuellement acheter une cuve s'ils le souhaitent, en plus de leur jardin. Mais la condition, c'est de débrancher. Et je trouve dommage que dans notre pays, on a trop souvent tendance à financer de la cuve pour de la cuve, mais en fait, une fois que la cuve est pleine, tout le reste des pluies de l'hiver finit quand même dans le réseau, avec tous les problèmes de débordement de steppe et tout ça qu'on connaît. Et donc là, il y a encore du travail à faire sur l'angle avec lequel travailler. Voilà pour cette partie. J'ai prévu une diapo question, mais je vous propose plutôt de finir la conférence avec la dernière partie et prendre des questions à la fin. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Alors, on va changer d'échelle. Alors, changer d'échelle, y a déjà des gens qui ont essayé ailleurs dans le monde. Et on va voyager, je vais vous emmener en Inde d'abord. En Inde, pourquoi ? Parce que en fait, les 3 plus gros projets d'hydrologie régénérative qui se sont menés dans le monde, il y en a un en Chine et 2 en Inde. Et celui-ci est intéressant parce qu'il y a 2 séries de vidéos qui ont été faites. Ça s'appelle India's Water Revolution, donc la révolution de l'eau en Inde. Et vous pouvez aller voir si vous souhaitez quand vous rentrez chez vous. Il y a du sous-titrage en français, c'est en anglais, mais il y a du sous-titrage en français. Mais les images sont assez parlantes. On est dans l'état du Maharashtra. Donc c'est plutôt à l'ouest, nord-ouest de l'Inde, on va dire. Et on est dans une région qui souffre d'aridification. Et il y a une petite... donc la situation est très grave. Les jeunes partent, on peut plus faire... pendant la saison sèche, on peut plus faire d'agriculture. Et pendant la saison des pluies, les pluies ravinent tous les terrains, emportent tout sur leur passage. Et donc on n'arrive pas à garder de la matière organique, tout est compliqué. Dans ce contexte, une ONG, au départ petite, qui s'appelle la Fondation Pahani, va mettre en place des programmes d'hydrologie régénérative dans les villages. Et puis, ils vont se faire repérer par un acteur de Bollywood qui est une superstar en Inde, il s'appelle Amir Khan, et qui est aussi très riche. Et Amir Khan, il va mettre plein d'argent, parce qu'il va s'intéresser au projet, il va se dire « mais ça, il faut le faire partout ». Et finalement, avec ces moyens-là, c'est 1000 villages qui vont participer à un programme qui s'appelle tout bêtement la Coupe de l'eau, la Water Cup, et qui est un programme en fait qui consiste à ce que, en échange d'un accompagnement technique pour savoir comment les aménager, les habitants, hommes, femmes, enfants, vont consacrer 45 jours de leur temps pour réaménager leur village, pour essayer de retenir l'eau, l'infiltrer, stocker, évapotranspirer.
Et donc, voilà, les résultats sont stupéfiants. Au bout de 4 ans, donc la première série de vidéos, c'est 4 ans après le début du programme, ils ont inversé totalement la tendance, qui était à l'affaiblissement des nappes, à l'assèchement des sources, etc., à l'érosion. Et en fait, la dynamique est repartie, les sources recoulent, les jeunes reviennent de la ville, on relance de l'agriculture, et en fait, en peu de temps, finalement, la dynamique est réenclenchée. La deuxième série de vidéos, c'est encore 4 ans après, donc c'est 8 ans après le début du programme. Et là, en fait, on voit que toute la vie sociale se remet en place. Il y a des communautés de femmes, notamment, qui prennent beaucoup de place pour éduquer les jeunes à l'hydrologie régénérative, donc à expliquer comment en fait faire de la gestion de l'eau avec cette approche. Donc voilà un exemple qui est vraiment tout à fait probant à très grande échelle et qui est inspirant et qui vient contrer quelque chose que moi j'observe dans notre pays, qui est on est empreint d'un certain fatalisme. C'est-à-dire que je vois que dans notre pays, alors même que la situation n'est pas encore aussi dramatique que eux ce qu'ils vivent, on aborde le changement climatique en 2025 avec déjà la perspective que ça va être compliqué et que en fait il faut se préparer au pire, etc. Et moi je suis d'accord avec le fait de se préparer au pire, c'est pas le propos, mais je suis pas d'accord avec l'énergie de fatalisme que je rencontre. Moi je fais partie des gens qui pensent que il y a des gens qui vivent des situations bien pires que nous dans le monde et qu'ils seraient horrifiés de voir à quel point nous on baisse les bras alors qu'on n'a pas encore commencé à avoir vraiment des gros problèmes. Il faut absolument changer cette énergie. On a besoin d'être plus combatif dans la période actuelle et aussi de choisir nos chevaux de bataille, là où on doit faire. Et pour moi, mon cheval de bataille, je pense que ça devrait être beaucoup plus proche de la régénération que de l'adaptation. Bon, vous avez compris l'idée générale, je n'ai pas besoin de trop insister. On va se rapprocher un peu de chez nous, parce que bon, l'Inde c'est sympa, mais c'est quand même un peu loin, toute cette histoire. Et on arrive en Slovaquie. Alors en Slovaquie, il y a un hydrologue, il s'appelle Michal Kravčík. Et Michal Kravčík, il a été une éminence, il est toujours une éminence de l'hydrologie au niveau mondial, il a été prix Goldman dans les années 90, et il a beaucoup travaillé sur cette histoire d'hydrologie régénérative, et lui il pense qu'on a mieux à faire que de faire des gros ouvrages très coûteux dans des endroits clés, en bas de bassin, etc., et qu'il vaut mieux gérer l'eau beaucoup plus répartie dans le paysage, pour essayer de faire des ouvrages plus petits, moins coûteux, plus dispersé et donc de faire peser moins de risques. Si on a un qui lâche, c'est pas très grave, on n'a pas des conséquences comme on peut avoir si on est dans un ouvrage beaucoup plus gros. Et en plus de ça, qui va permettre d'associer les habitants et donc de faire comprendre à tout le monde comment on gère l'eau, de faire en sorte que ça soit plus participatif. Alors il va convaincre la région de Košice. La région de Košice, c'est 1/5 de la Slovaquie. C'est à peu près grand comme la région Bourgogne-Franche-Comté, qui vont du coup mobiliser des fonds européens et ils vont finalement voter un budget de 400 millions d'euros sur 10 ans pour mettre en place l'hydrologie régénérative à l'échelle régionale. Donc ça c'est le premier exemple d'application de ces principes en Europe à grande échelle, à l'échelle d'une région. Et du coup, si vous vous intéressez à ce sujet, si vous souhaitez en savoir plus, il se trouve qu'un des derniers ouvrages, qui est un ouvrage collectif, mais qui a été coécrit par Michal Kravčík, vient d'être traduit en français. Ça s'appelle Climat et petits cycles de l'eau. Et ça permet de bien comprendre en fait la pensée de Kravčík et les tenants et aboutissants du projet qu'ils ont mis en place en Slovaquie. Alors on se rapproche encore un peu de chez nous et on arrive en Belgique. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2021, en Belgique et en Allemagne, il y a eu des inondations monstres. Vous vous souvenez de ça? Il y a des gens qui sont morts, ça a été vraiment dramatique. Et ça a été vraiment particulièrement difficile dans une vallée de Wallonie qu'on appelle la vallée de la Vesdre. Donc c'est là ici ce que vous voyez, c'est le territoire de la vallée de la Vesdre. Et les gens ont été vraiment choqués et ça a été vraiment très dur parce que aussi ils se sont sentis un peu abandonnés par les pouvoirs publics et du coup il y a eu vraiment un traumatisme collectif. Suite à cet épisode, la région wallonne a réuni des scientifiques de tous horizons, de toutes disciplines, et leur a posé une question très simple. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter que ça se produise? Et du coup, maintenant que ça s'est produit et que c'est trop tard, qu'est-ce qu'on devrait faire pour éviter que ça se reproduise? Parmi les scientifiques qui ont été missionnés comme ça, il y a une enseignante-chercheuse de l'université de Liège qui s'appelle Aurore Degré. Et Aurore Degré, au même moment, elle venait d'entendre parler de l'hydrologie régénérative, et du coup, elle nous a passé un coup de fil, et elle a débarqué dans la Drôme avec ses équipes, et du coup on lui a fait visiter nos aménagements. Et nous on était un peu surpris, parce que comme dans la Drôme on est plus focus sur les histoires de sécheresse, et qu'elle arrivait avec ses équipes pour travailler dans un contexte post-inondation, on s'est dit qu'est-ce qu'elle va pouvoir trouver, comment ça va marcher. Et en même temps, nous on a toute la théorie derrière nous, et on sait que ça marche aussi. Le but c'est de travailler sur les deux aspects. Alors du coup, ils ont fait un travail de modélisation du bassin versant de la Vesdre, et ils ont essayé de reproduire, ils ont imaginé en fait qu'on avait fait des aménagements de l'hydrologie régénérative dans cette vallée
en prenant les différents aspects que je vous ai évoqués pendant cette conférence. Et puis ils ont reproduit les pluies de 2021 pour voir, tiens, si on avait fait ces aménagements, est-ce qu'on aurait eu autant d'inondations ou moins? Et comment ça aurait réagi? Comment le bassin versant aurait réagi? Alors ici, je vous donne un peu les réponses. Donc le keyline design, c'est cette idée de cultiver en suivant les courbes de niveau de Yeomans. Ça aurait provoqué moins 13% sur l'épisode de 2021. La restauration des haies, des bocages, c'est le plus efficace. Moins 38%. Le changement des pratiques sylvicoles en abandonnant les coupes rases en allant vers de la sylviculture plus douce, moins 6 à moins 9%. La diversification forestière, souvenez-vous les histogrammes avec jaune, vert, etc. Moins 8 à moins 13%. Les pratiques culturales agricoles, donc la conservation des sols, remettre de la matière organique, etc. Moins 9 à moins 15%. Et finalement, le seul qui n'aurait pas eu d'impact en 2021 parce que les milieux humides étaient déjà à saturation au moment des pluies qui ont conduit aux inondations et donc on n'aurait pas pu en attendre plus, c'est la restauration des tourbières. Conclusion des auteurs de l'étude, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas restaurer les milieux humides pour d'autres raisons que la protection contre le risque inondation. Donc, ça marche dans leur contexte, avec l'étude qu'ils ont menée, moyennant le fait que tous les territoires sont différents, etc. Mais quand même, on a une réponse dans un territoire proche de gens qui ont regardé comment ça pouvait se mettre en place et qui nous disent c'est efficace et probablement peu coûteux. Et on n'a pas fait de chiffrage, c'était pas dans la commande. Alors, ils ont regardé une année sèche. Bon, une année sèche en Wallonie, ça peut faire rire quand on arrive de la Drôme, mais en réalité, sur les 5 dernières années en Wallonie, le Fonds des calamités agricoles a été mobilisé 3 fois pour des problématiques de sécheresse. Donc c'est une vraie réalité aujourd'hui en Wallonie, la sécheresse. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est qu'une année sèche, en reproduisant une année sèche, ces mêmes approches permettraient d'améliorer le débit de la Vesdre à l'étiage de 10%. Donc conclusion des auteurs de l'étude, pas de regret, on est dans un système robuste, c'est-à-dire qu'on peut améliorer une situation tout en faisant en sorte que quel que soit le spectre des années qu'on va avoir de la plus humide à la plus sèche, dans tous les cas, ça augmente notre capacité à bien fonctionner sur le territoire, à se protéger des épisodes dramatiques, à mieux faire de l'agriculture, etc., etc. Donc, vous voyez le lien que je fais avec Olivier Amand. On n'est pas dans une spécialisation pour essayer d'être ultra performant pour gérer une situation donnée. On est dans une tentative pour essayer de mieux gérer la diversité des choses qu'on va vivre, et on ne sait pas ce qu'on va vivre, donc on est obligé d'avoir le spectre le plus large possible. Et en France, me direz-vous, et vous avez raison, en France, ça commence, tout doucement. Alors en 2022, j'ai eu la chance, l'honneur de cofonder une association qui s'appelle Pour une hydrologie régénérative, on n'est pas allé chercher le nom très loin. Et c'était avec une hydrologue que vous connaissez peut-être, elle s'appelle Charlène Descolonges, et un ancien collègue, Simon Ricard. Et en fait, on a eu tout de suite un écho assez favorable, notamment auprès de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui nous a fait confiance pour accompagner 5 premiers territoires pilotes. Donc c'est une commune qui est dans l'Ain, 3 communautés de communes plutôt rurales, et puis l'agglo de Valence-Roman. Et en fait, ce qu'on voulait, c'est lancer des premières expérimentations pour voir, tiens, si on utilise cette approche et qu'on essaie de transformer les choses, mais directement à l'échelle d'un bassin versant, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va donner des choses? Alors vous voyez l'exemple ici du bassin versant qui a été choisi par l'agglo de Valence-Roman, c'est le bassin versant du Bost. Ici, c'est sur 3 communes, c'est pas très grand, mais en fait, peu importe, là, pour l'instant, l'objectif pour nous, c'est de se dire que on est en train d'amener des approches qui viennent un peu d'ailleurs, et qu'en fait on a besoin de voir chez nous tout simplement ce que ça donne, est-ce que c'est efficace ou pas, est-ce qu'on arrive à avoir des résultats. Et donc du coup on s'est mis en lien avec des équipes scientifiques pour faire de l'instrumentation, faire du suivi un peu de ces projets-là. On s'est aussi mis en lien avec des gens qui travaillent sur la partie sciences, neurosciences cognitives, etc. pour parler de l'acceptabilité aussi de ce genre de programme auprès des populations, et notamment des agriculteurs. Et puis, voilà, on commence notre petit bonhomme de chemin. Et puis, comme ça fait 2 ans, on a gagné un petit peu en confiance en nous. Alors du coup, maintenant, on ose aller rencontrer d'autres territoires. Et on a dit qu'en 2025, on voulait accueillir 20 nouveaux territoires pilotes un peu partout en France, pour pouvoir avoir une diversité de projets à montrer, pour pouvoir aussi faire en sorte que dans quelques années, pour des territoires qui soient situés dans une région, ils aient un autre territoire dans la même région, pas trop loin, pour pouvoir y aller visiter avec des élus, des techniciens, etc. Et pourquoi pas faire de l'essaimage. Donc voilà, on en est là, c'est vraiment le démarrage, mais on est assez content de la dynamique dans laquelle on est. Je vous mets le lien de l'association pour hydrologie régénérative, donc c'est hydrologie-régénérative.fr.
Je vous mets aussi encore des ouvrages, notamment L'eau et la planète. C'est un livre de Daniel Zimmer qui parle de toute la première partie sur l'eau bleue, l'eau verte, donc plutôt les enjeux de l'eau au niveau global, et qui est vraiment un ouvrage qui est assez synthétique, mais qui est vraiment intéressant sur le sujet. Daniel Zimmer, c'est à lui qu'on doit notamment le concept d'empreinte eau, qui a été depuis revisité, mais qui est voilà, quelque chose qui est vraiment intéressant et porteur pour comprendre ces questions d'impact de nos activités sur l'eau. Je vous partage aussi un des livres de Charlène Descolonges, ma collègue, qui s'appelle Agir pour l'eau, qui est plus orienté sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, collectivement et tout ça. Et donc, voilà, j'ai coécrit un livre qui va sortir bientôt, qui s'appelle Cultiver l'eau douce, et qui est un peu plus technique, plutôt un manuel sur comment faire, comment réfléchir la circulation de l'eau, plutôt en partant au départ dans l'idée de faire un ouvrage grand public, donc aussi accessible aux jardiniers, aux gens qui veulent l'appliquer chez eux. Mais en fait, c'est les mêmes principes qu'on peut appliquer à plus grande échelle. Allez, je termine en vous parlant d'un animal. C'est un animal qui fait l'hydrologie régénérative toute la journée. Il fait de ralentir l'eau, il fait en sorte de faciliter l'infiltration, connecter voilà, avec le milieu, favoriser le stockage dans le sol, dans les nappes, etc. Tout le monde a deviné. C'est le castor, évidemment. Alors le castor, c'est vraiment un emblème pour notre mouvement. D'autant plus que le castor a fait irruption, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans les recommandations du GIEC depuis 2022. En fait, c'est suite aux travaux d'une scientifique américaine. Elle s'appelle Emily Fairfax. Et Emily Fairfax, alors déjà, c'est rare qu'une femme fasse la une du New York Times. C'est rare qu'un scientifique fasse la une du New York Times. Mais alors là, on a une femme scientifique. Donc là, on est quand même sur du high level. Et en fait, Emily Fairfax, elle a réussi à montrer qu'en 4 ans, dans des zones où ils ont réintroduit le castor aux États-Unis, il a été capable de favoriser la recharge des nappes, favoriser le stockage du carbone et favoriser la lutte contre la propagation des incendies de forêt. Donc on a là un animal qui a juste 8 millions d'années d'expérience, excusez du peu, dans le jardinage des rivières de tout l'hémisphère nord. Et il a sacrément beaucoup de choses à nous apprendre. Et si vous voulez en apprendre un peu plus, peut-être vous le connaissez déjà, mais je vous invite à lire l'excellent ouvrage de Baptiste Morisot et Suzanne Husky qui s'appelle « Rendre l'eau à la terre » et qui parle justement de la nécessaire alliance qu'on devrait faire avec le peuple castor. J'en profite du coup pour vous poser une petite question. Est-ce que vous savez quel est le nom de cette maladie qui s'est répandue chez les humains au début du 19e siècle, au moment consécutivement, il n'y a pas forcément de lien de cause à effet direct, mais consécutivement à l'éradication du castor. Est-ce que vous savez ça? Maladie, pandémie, partout en France, il y en a eu ici, alors d'habitude il n'y en avait pas du tout ici. Non, c'est pas la grippe asiatique. Quelqu'un sait? Personne ne sait? C'est le crétinisme. Ah ouais, ça vous fait rigoler. Le crétinisme. Alors le crétinisme, c'est un... Tout le monde voit ce que c'est le crétinisme? C'est dû à quoi? Carence en quoi? En iode. Carence en iode. D'accord? Alors ça fait des trucs pas fous, hein. Ça provoque des problèmes de croissance, donc ça fait du rachitisme, des malformations et aussi un développement troublé de l'intelligence, donc des gens qui sont sous-intelligents. Et en fait, il existait des crétins en France dans des vallées reculées des Alpes. C'est pour ça que le capitaine Haddock, il dit crétin des Alpes. Et en fait, le fait qu'il y en ait dans certaines vallées reculées, c'est tout simplement les gens qui vivaient dans ces vallées manquaient d'iode. Et pourquoi ils manquaient d'iode? Alors, c'est pas encore lié avec le sel, mais le lien avec le sel, on va le faire après. C'est lié à la consommation de poissons, et notamment de poissons qui remontent les rivières, notamment le saumon, d'accord? Et en fait, un des liens qu'on peut faire entre notre histoire et cette histoire-là, c'est que à l'époque, les rivières étaient extrêmement poissonneuses et notamment extrêmement saumoneuses. Il y a des arrêtés municipaux qui datent de cette époque et qui interdisaient aux patrons de donner du saumon plus de 3 jours par semaine à leurs employés, parce qu'en fait, ils servaient ça tout le temps et qu'il y en avait marre d'avoir du saumon tout le temps à la cantine. Et donc, on a fini par introduire le sel iodé dans l'alimentation pour pouvoir faire en sorte que, et heureusement pour nous, il n'y ait plus de crétins en France. Voilà pour cette présentation. J'espère que vous avez aimé ma conclusion et je vous remercie de votre attention.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas combien de temps on se donne encore, mais peut-être 5 minutes si ça vous va? 5-10 minutes pour répondre à quelques questions ou remarques? Je voudrais juste évoquer une réalisation qu'on a découverte lors d'un de nos voyages dans la région des Pouilles. En 1929, ils ont dû avoir des inondations extraordinaires et la population a réagi. Ils ont planté des arbres pour essayer d'éviter cette dégradation des sols. Et aujourd'hui, presque un siècle après, c'est une forêt mixte qui vit d'elle-même et qui est un lieu qui est classé en parc régional ou en parc local parce que voilà. Vous avez mis ça en place, une réaction d'une population à un moment donné face à un problème. Super, merci. Merci pour ce partage, ce témoignage. Chouette. Et témoignage concernant au Dakota. Au Dakota, au départ, c'était une pelouse. Okay. Ça a été retourné avec le développement de l'agriculture. Le fait de développer l'agriculture, de retourner le sol, il y a eu des érosions éoliennes. Et il pleut dans cette région que 200 à 300 mm par an. Ce qui veut dire que les agriculteurs, dans les 40 ans, cultivaient du blé une année sur deux et sur la pachère. Ce qui avait comme conséquence, on cultivait sur juste 120 jours, parce que il fait froid. Ce qui avait comme conséquence que la neige partait avec le vent et qu'il n'y avait plus de neige qui restait. Donc, depuis 20 ans, ils ont fait une chose, ils ont fait du semis direct, ils ne touchent plus jamais du tout au sol. Ils font des cultures d'été et ils diversifient, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et depuis, ils arrivent à cultiver du maïs alors qu'ils ne tombent que 200-300 mm par an. Ils arrivent à cultiver du maïs, du soja, et c'est devenu un des endroits des États-Unis le plus productif en agriculture. Et donc, l'homme peut faire quelque chose. Génial, super, merci. Merci pour ce partage, ce témoignage, je ne connaissais pas. Top. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres réactions, témoignages, questions, remarques, compléments? Je ne crois pas. L'eau est un bien commun, et moi, ce que j'ai bien aimé dans votre intervention, c'est qu'il faut se parler. Mais pas seulement dans les familles, dans les villages, dans les territoires, et je crois qu'il faut organiser ces échanges, parce que, je veux dire, ce n'est pas qu'une seule question de l'agriculture, c'est aussi un problème beaucoup plus vaste et beaucoup plus fondamental. Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'état, disons, de la population dans ces échanges, parce qu'on a des échanges très radicaux à l'heure actuelle, et je pense que c'est aussi peut-être un des objectifs à atteindre pour, comment dire, adoucir les relations, soit dans une commune, soit sur un territoire, soit à un niveau plus enfin. Super, merci. En ce qui me concerne, mon choix, ça a été, donc, il y a plusieurs angles. Il y a un premier angle, c'est la vulgarisation, donc c'est faire connaître un peu simplement des choses qui sont complexes. Ça comporte son lot de risques, la vulgarisation, parce qu'on n'est jamais très loin de la simplification, et donc il faut faire attention, et je pense qu'il faut accepter à certains moments de recomplexifier pour ne pas tomber trop dans la simplification. La deuxième chose, c'est avoir un discours positif. Je pense que vous l'avez constaté ce soir. Pour moi, oui, c'est sûr, la situation est grave, et il ne faut pas nier, et il ne faut pas être dans le déni. Et en même temps, on peut se dire que les choses sont graves, et on a aussi le droit d'avoir des discours positifs et optimistes. Et je pense que les discours optimistes favorisent l'envie de s'y associer, là où les discours pessimistes favorisent le repli sur soi et le fatalisme en quelque sorte. Et si je pense que tout est fichu, je vais avoir tendance plutôt à me replier avec les gens avec qui me ressemblent, alors que si je pense que des choses sont possibles, je vais avoir tendance à tendre la main aux autres gens, même si on n'est pas d'accord sur tout, pour essayer de faire des choses ensemble. Et donc moi, je plaide pour qu'on ait des discours qui soient des discours optimistes, sans angélisme, mais en étant plutôt optimistes. Et puis après, il y a une troisième chose, c'est que les situations vont nous rattraper. Le contexte va nous rattraper. C'est-à-dire que, de toute façon, la situation va empirer dans les prochaines années, qu'on le veuille ou non. Et si on est déjà un peu prêt, parce qu'on a créé des réseaux, des discussions, des échanges, qu'on a à peu près une idée de où on veut aller, au moment où la situation va être pire, on aura des propositions à faire et on saura déclencher un élan de population pour réussir à faire des choses. Alors que si on ne s'est pas préparé, qu'on n'a pas parlé de ça,
et qu'au moment où on est dans la crise, il y en a qui disent il faut curer les fossés, d'autres qui disent non, au contraire, il faut garder l'eau, et que du coup on fait que se disputer, et voilà, en fait on va faire de l'immobilisme et la situation va encore empirer. Donc il y a besoin d'éducation, beaucoup d'éducation en amont des gros problèmes, et surtout, et je vous invite à le faire, c'est de ne pas attendre que la situation soit aussi dramatique. Dans le département de la Drôme, moi j'ai la chance d'être dans un département qui est assez ouvert. Aujourd'hui, les projets qu'on porte d'hydrologie régénérative, on le fait avec la Chambre d'agriculture, avec le département, avec les collectivités territoriales, avec les services GEMAPI, et avec les citoyens en partie, pas tous évidemment. Et cette situation-là, elle va pas se reproduire partout, surtout si on n'y travaille pas. Et donc moi, je pense, mais j'ai apprécié les prises de parole des responsables, des personnes qui étaient là avant moi. Je crois qu'il faut continuer à œuvrer ensemble, il faut continuer à se tendre la main, il faut continuer. Oui, c'est pas facile, il y a plein de sujets qui créent des tensions, mais quand on est dans des situations qui s'aggravent, ces tensions-là, elles deviennent à certains moments mineures, parce qu'on a des sujets plus graves à traiter, et l'eau, ça va être un sujet vraiment très grave à traiter. Donc voilà, je crois que il y a vraiment moyen de faire des choses, et s'il y a des territoires ici qui ont envie de se lancer et devenir territoire pilote pour l'hydrologie régénérative, bah, j'ai mis mon adresse mail, n'hésitez pas à me contacter, et si simplement vous souhaitez ma présentation au format PDF, etc., bah, envoyez-moi un message, et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis au plaisir de continuer à échanger. Bien, il me reste deux choses à faire. D'abord, vous remercier pour cette riche et passionnante conférence qui nous a apporté des éléments de réflexion très très intéressants. Et puis à vous tous de vous engager à rejoindre le hall d'entrée pour le cocktail. Merci.